Alors, je resalue pour la énième fois les participants qui sont à distance pour remercier à nouveau Jean-Michel Huet d'avoir accepté d'organiser cette réunion et Sandrine Soriol et ses équipes de batailler avec la technique puisque nous sommes ici dans un studio mobile, ce qui n'est pas si facile. Et donc, vous voudrez bien excuser les petits couacs, mais on va y arriver. Et en tout cas, c'est quand même un relatif exploit d'avoir monté cette réunion dans une pièce qui n'est pas faite pour ça. Donc, bienvenue à tous. Maintenant, la blockchain. L'origine de cette réunion est que, à l'occasion de plusieurs rencontres, forums ou réunions bilatérales, on m'a beaucoup parlé de blockchain et on a beaucoup parlé de blockchain à pas mal de personnes, en allant jusqu'à dire que c'est l'avenir de l'Afrique, les nouveaux circuits logistiques, la nouvelle organisation, le climat du business, jusqu'au développement de la démocratie dans les pays africains. Et je dois dire que moi, j'ai eu une gêne personnelle, c'est que je n'ai pas compris tout ce qu'on m'a expliqué, et ça reste encore nimbé d'un halo de mystère. Et je me suis dit que les adhérents du CIAN, les membres du CIAN et nos amis seraient peut-être intéressés par avoir une heure et demie d'explications assez simples, basiques. On n'est pas du tout idiot, mais on n'a pas une connaissance très technique de cela. Donc, c'est ce que j'espère et ce que j'attends avec impatience, c'est que nos orateurs, on passe une heure à une heure et demie pour devenir, non pas des grands savants, mais un petit peu plus éclairés sur la blockchain, puisqu'il paraît que c'est l'avenir du continent. Assez parlé, on est impatient de vous entendre. Merci Sandrine, merci Étienne, ravi d'être là. Alors pour ceux qui sont à distance, nous ne sommes pas que deux, Étienne et moi, parce que quand on voit l'image, on a l'impression qu'il y a une 3 chaises vides derrière, mais nous sommes 15-20 ici en présentiel à la Vie du Rail, au premier étage, au-dessus de la, voilà, c'est pas trop vomitif, au-dessus de la librairie de la Vie du Rail. Donc effectivement, c'est très sympathique d'être ici. Moi, je suis ravi à plus d'un titre. D'une part, parce que ça permet de finir l'année 2021, on y en fait au moins une commission digitale en présentiel. C'était la 4e de l'année. On en a fait 3 mars, juin et septembre en numérique, en Zoom. Et c'est vrai que le faire en présentiel, c'est quand même sympathique. On ne l'a pas fait depuis en fait fin 2019. Parce que la première qu'on avait fait, c'était en mars-avril 2020. On était déjà confinés. Donc c'est quand même une vraie joie. Parce que même si c'est la commission numérique, c'est aussi bien de se voir en physique et de pouvoir échanger, on va dire se voir, et échanger après dans le respect des gestes barrières, je rassure, pour ceux qui sont à distance. Et effectivement, Étienne a fait une commande, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est chaîne de blocs for Dummies, mais en tout cas, c'était une commande d'Étienne de dire, on parle beaucoup de la blockchain, donc on utilisera le mot anglais, désolé, si des fois je reçois des mails de gens très puristes qui me disent non, selon l'Académie française, quel dictionnaire officiel, ou même, je crois, dans le journal officiel, on devrait dire chaîne de blocs. Je permettrai de dire blockchain, ne nous en voulez pas. Effectivement, le sujet blockchain, c'est une thématique un peu importante. Je veux dire, c'est effectivement importante. C'est aussi assez nouveau en Afrique. Et surtout, la blockchain en Afrique, c'est pas juste les bitcoins, ou l'afro dont on a parlé, qui est une crypto-monnaie qui n'est pas encore vraiment sortie. Mais il y a des vrais cas concrets, des vrais cas d'usage. Sandrine a eu l'amabilité de mettre en disposition le livre qu'on a fait, Afrique et numérique. Il y avait eu un premier volet qui était sorti avec le CIAN il y a 4 ans, en 2017. On ne parlait pas de blockchain, donc c'est assez symptomatique. Aujourd'hui, il y a un chapitre entier sur le sujet. C'est donc dire que c'est un véritable enjeu. Donc, je vous rassure, ce ne sera pas une conférence technique. On va quand même essayer de vous expliquer ce que c'est la blockchain de manière simple, mais surtout de donner des exemples concrets sur ce qui se passe en Afrique autour de la blockchain. Alors pour ça, on a 2 intervenants plus 1. Alors on aurait dû avoir 2 plus 2. Je me permets d'ores et déjà d'excuser Dick Treffman, qui est le directeur de l'innovation et du numérique de la KfW, donc la banque de développement allemande, et qui pilote depuis plusieurs années un véritable sujet autour de la blockchain en Afrique. Il est malheureusement souffrant. Il aurait dû être à distance depuis Francfort avec nous, mais n'a pas pu se joindre. On aura en fin de conférence, il est déjà connecté, Mohamedou Diallo, que je salue. Ceux qui sont un peu dans le numérique en Afrique le connaissent, puisque Mohamedou a initié il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, SIAOMAG et les assises de la transformation du digital en Afrique qui ont fêté cette année ses 10 ans. Nous étions avec lui à Marrakech le jour où le Maroc a fermé ses vols, c'est aussi un grand moment. Et voilà, et pour tous ceux qui sont là physiquement, il nous a amené, il nous en parlera en fin de conférence, le dernier numéro de SIAOMAG, je fais la pub,
et dont le sujet est la blockchain. Donc, franchement, merci Mohamedou d'avoir anticipé cette conférence avant même qu'on y pense. On fait ça il y a quelques mots en fin de conférence. Et là, je vais introduire nos deux intervenants. Donc, ce sont nos professeurs de la soirée. Donc, vous avez le droit de leur poser des questions, qui sont tous les deux de chez Bearing Point. Et c'est une raison aussi pour laquelle j'ai tout de suite réagi à la demande d'Étienne, c'est qu'on a la chance depuis 2018, ça fait bientôt 3 ans chez Bearing, de traiter beaucoup de sujets autour de la blockchain en général, et notamment en Afrique. Je pense qu'il n'y a pas non plus 10 000 acteurs qui le font. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, c'est dans plein de pays, et pas forcément ceux auxquels vous penseriez en premier. C'est pas forcément en Afrique du Sud, au Rwanda et au Kenya, puisque ce soir, on va parler de l'Éthiopie, du Burkina Faso, de Madagascar, donc pas forcément les pays auxquels on pense en premier quand on pense numérique en Afrique. Et puis, vous allez voir sur des sujets qui ne sont pas que bitcoins et crypto-monnaies. Je vais m'en dire, c'est même d'autres sujets. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Hamza et Lennart pour vous présenter à la fois déjà, petite introduction, qu'est-ce que la blockchain? Donc, ça permettra de régler la question. Et surtout, et c'est plus important, de vous donner quelques exemples concrets. Il y aura même une petite vidéo intéressante sur un dossier que nous avons au Burkina. Donc, je crois que c'est Hamza et Lennart, Hamza en premier. Allez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Hamza El Kassini, je suis senior manager dans les équipes technologie de Bearing Point ici à Paris. Et ça fait maintenant 3-4 ans que je développe les sujets blockchain et l'offre blockchain du cabinet Bearing Point. Lennart, tu peux peut-être te présenter Ouais, moi je m'appelle Lennart Cohen, aussi manager dans les équipes Afrique et développement international de Jean-Michel. Depuis quelques années, ensemble avec Hamza, on fait plusieurs missions de blockchain en Afrique, entre autres Burkina Faso, Éthiopie et Madagascar, sur les différentes problématiques qu'on va adresser ce soir avec vous. Je ne sais pas si on va avoir des Normalement, il y a des slides. Parfait. Et ben, du coup, avant de peut-être rentrer dans les cas d'usage en Afrique, une petite explication de ce que c'est la blockchain. Je vous promets, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais essayer d'être plus généraliste possible. Et après, avec Lennart, on vous expliquera différents cas concrets d'usage en Afrique. Et comme disait Jean-Michel, pas que sur des cas de crypto-monnaie, mais sur des cas plutôt dans différentes industries. Alors, qu'est-ce que c'est la blockchain? Avant de revenir sur la slide, tout le monde a connu peut-être la blockchain à travers les cryptoactifs. Et Bitcoin, pour citer le plus connu, enfin dans les débuts des années 2010, pour les Bitcoins qui commencent à faire ce bruit, à faire peur aux institutions financières, on pense tous que Bitcoin c'est blockchain et blockchain c'est Bitcoin. Ce qui n'est pas du tout vrai. Bitcoin c'est une application, un cas d'usage de la blockchain qui est une technologie beaucoup plus large et qui peut avoir des cas d'usage différents au-delà des cryptoactifs. Donc, du coup, première chose importante, Bitcoin, c'est pas blockchain. Bitcoin, c'est un cas d'usage parmi d'autres de la blockchain, même si c'est à travers Bitcoin qu'on a connu la blockchain. Donc, si on revient à la technologie elle-même, et on oublie l'aspect cryptoactif, blockchain, c'est une technologie où on va stocker des données et gérer des données. Donc, si je peux faire une analogie très simple, il faut imaginer la blockchain comme un livre dans lequel on va écrire des informations. Le livre, c'est un ensemble de pages et sur chaque page, il y a un ensemble de lignes. Si je fais cette analogie avec la blockchain, une ligne que j'écris dans une page, c'est une information, que j'écris dans une page qui est le bloc, et le livre, c'est la chaîne de blocs. Donc, du coup, la blockchain, c'est comme un livre qui est l'ensemble, plusieurs pages, et dans chaque page, j'écris une information. Donc, du coup, au final, c'est vraiment un registre dans lequel on va écrire de l'information et stocker de l'information. Maintenant, ce registre, il a quelques spécificités. Si je continue dans l'analogie avec mon livre, si j'imagine que les pages de mon livre sont numérotées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah, si quelqu'un, une fois que j'ai écrit une information dans une page, je suis à la page 5, j'ai écrit une information, après je suis à la page 150, et que quelqu'un, un jour, il a besoin de supprimer l'information qui est dans la page 5, il va dire, bon, il peut déchirer la page et l'enlever du livre. Bah, le problème, c'est que les pages étant numérotées, bah, tout le monde peut voir dans ce livre qu'on passe de la page 4 à la page 6 et qu'il manque la page 5. Parce que justement, toutes les pages sont liées l'une à l'autre via cette numérotation. Ben, c'est exactement le même principe dans la blockchain, qui est une chaîne de blocs. Des blocs, c'est juste un ensemble d'informations. On va commencer à écrire des informations dans la blockchain. À un moment, on va rassembler ces informations dans un bloc. Et quand on va ajouter le bloc à la blockchain, ben, on va le relier au bloc précédent, comme la numérotation des pages.
Et donc, du coup, à un moment, quand j'enlève un bloc de la blockchain, ça se voit directement parce qu'il est directement lié au autre. Quelqu'un de malin peut me dire, bah, OK, je peux déchirer la page 5 et je renumérote les pages d'après. Voilà, je remets la page d'après, 5, 6, 7, voilà, et j'ai résolu mon problème et j'ai triché et j'ai supprimé une donnée. Ben, il y a deux choses, deux problématiques pour ça. La première, c'est que si je dois le faire, plus la blockchain est grande, plus mon livre, il y a beaucoup de pages, ben, il faut que je numérote, à partir de la page 5, il faut que je renumérote toutes les pages jusqu'à la page 1500 si on a 1500. Donc déjà, ça va me demander beaucoup de travail. Et deux, ce qui complique encore les choses, c'est que je ne suis pas le seul à avoir ce livre. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce livre, il est dupliqué et plein de personnes ont la même copie de ce livre. Donc du coup, même si moi, je m'amuse à renuméroter les pages de mon livre où je supprime une page, ben, en fait, il faut que je le fasse dans les livres de tous les autres. Sinon, n'importe qui peut voir que s'il n'y a que mon livre qui est différent des autres, et donc du coup rejeter la version de mon livre. Ben, c'est exactement dans la blockchain, tout le registre, il n'est pas stocké chez une seule personne, il est stocké, c'est pour ça qu'on parle d'une technologie décentralisée, la chaîne de blocs, elle est stockée chez plein de monde, tous ceux qui sont autour de la blockchain, et donc du coup, si moi, dans mon registre à moi, je supprime un bloc, ben, ma version sera différente des autres parce que je ne serai pas capable de faire chez tous les autres, et donc du coup, ma version va être rejetée systématiquement par le système, parce que c'est un système de majorité et du coup, ce qui fait foi, c'est quand on a une majorité sur les versions du registre. Donc c'est un peu ça, si je fais une analogie très simple, il faut l'imaginer comme un livre numéroté dans lequel on écrit des informations, et plus on ajoute des pages, plus on ajoute des blocs de la chaîne de blocs, bah, ça devient de plus en plus difficile de l'altérer ou de changer l'information qui est dedans. Et plus cette blockchain est partagée avec d'autres, bah pareil, plus ça ajoute la robustesse et la résilience à ce système. Donc voilà, donc c'est un système de stockage de l'information qui est sécurisé à travers ce système, qui est décentralisé. Du coup, il n'y a pas un élément central qui assure l'intégrité de ce système et sa robustesse. C'est assuré justement par le fait qu'il soit complètement décentralisé. Et du coup, bah, tout le monde assure cette intégrité. Il n'y a pas d'élément central. Et donc, du coup, bah, si je reviens sur ce qui est écrit ici, au milieu, c'est un système de stockage d'informations qui est distribué. Donc, du coup, personne ne détient seul l'information, contrairement à une base de données, si je prends une base de données standard, bah, il est hébergé sur un serveur qui est installé sur un serveur qui est hébergé par un acteur, et du coup, la base de données existe qu'une seule fois. Bah, là, le registre, tout le monde a une copie du registre. C'est une base immuable parce que justement, tout ce que j'écris dedans, je ne peux plus le modifier. Et si je le modifie, ça va se voir, et donc du coup, ma version va être rejetée, et donc personne ne peut modifier une information dedans. Je peux, si je veux, corriger l'information, insérer une nouvelle ligne dans la dernière page du livre, mais je ne peux pas revenir sur une ligne existante et la remplacer, parce qu'elle est déjà écrite, elle est déjà insérée dans le livre. Et c'est une base sécurisée parce que, comme je dis, par le fait d'être décentralisé, personne ne détient seul la vérité, elle est partagée par tout le monde. Et pour y accéder, pour se connecter à cette base, il y a des mécanismes, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais il y a des mécanismes cryptographiques avancés avec des gestions de clés, de sécurité, d'authentification, des certifications, etc., pour se connecter à la base de données. Et le dernier élément, c'est que le peer-to-peer, c'est-à-dire il n'y a pas un élément central qui va centraliser les informations. Quand je fais une transaction avec quelqu'un, il suffit d'écrire dans ce livre cette phrase. Je l'écris d'abord dans ma version du livre, après cette information va se propager dans toutes les copies des autres. Et donc, du coup, tout le monde a une copie de cette information, de cette transaction, et tout le monde peut garantir que cette information est vraie, que cette transaction a eu lieu. Et du coup, je n'ai pas besoin d'un élément central, un notaire qui va valider la véracité d'une information. Alors, du coup, ces caractéristiques de cette technologie qui la différencie d'une base de données standard, ça a permis certains cas d'usage qu'on ne pouvait pas faire avant avec les technologies qu'on avait avant. Bon, les cas d'usage sont différents, mais on essaie de les mettre dans 4 catégories. La première, c'est tout ce qui est la traçabilité.
Donc, la traçabilité de biens, ou la traçabilité de services, ou la traçabilité d'informations, tout simplement. C'est-à-dire que le fait que je peux enregistrer des informations que personne ne peut modifier, je peux tracer du coup un produit, le cycle de vie d'un produit, par exemple, enregistrer dans la blockchain tous les événements et toutes les informations qui concernent ce cycle de vie. Et du coup, je peux apporter une preuve au consommateur de cette information, de ce cycle de vie, que ces informations sont vraies, parce que sont immuables. Un exemple tout simple, la traçabilité, par exemple, des produits bio. On a travaillé avec un distributeur agroalimentaire sur la traçabilité des produits bio, c'est-à-dire quand vous et moi, on est sur le rayon d'un supermarché, on a un produit qui est marqué bio, pour dire que c'est bio, il faut respecter plusieurs exigences dans tout le circuit, dans tout le cycle de production de ce produit, depuis la production en passant par la distribution et puis la transformation et puis la distribution. Et du coup, si on enregistre toutes ces informations dans cette blockchain pour ce produit-là, et que derrière, je donne un lien à un consommateur qui, par exemple, en scannant un QR code qui est sur le produit bio, il peut voir toutes les informations de ce produit, je peux donner cette transparence et cette preuve que le produit a respecté bien toutes les exigences du bio. La deuxième catégorie de cas d'usage, c'est la certification. C'est encore une fois comment certifier la véracité d'une donnée, au moins l'intégrité d'une information. Là, par exemple, dans les cas d'usage, il y a des écoles maintenant en France, des écoles d'ingénieurs qui génèrent leur diplôme pour leur lauréat sur des blockchains. Et donc, du coup, c'est-à-dire que les employeurs peuvent consulter le diplôme d'un candidat sur la blockchain pour s'assurer que ce diplôme est bien certifié, bien généré par une école et qu'il n'est pas falsifié par exemple. Les transactions, donc la possibilité de faire des transactions en peer-to-peer sans passer par un élément central. Donc là, Bitcoin, en l'occurrence, elle rentre dans cette catégorie de cas d'usage parce que justement, on peut s'échanger de l'argent entre particuliers sans passer par un élément central qui est une banque, par exemple. Mais on peut en avoir d'autres. Il y a par exemple AXA qui ont travaillé sur un cas d'usage il y a quelques années pour faire de l'assurance peer-to-peer. C'est-à-dire, par exemple, on crée un écosystème, on fait des cotisations et quand il y a, quand quelqu'un a un sinistre, il peut le déclarer. L'intelligence, ce qu'on appelle les smart contracts, on y revient plus tard, on peut décider que cette personne a le droit à une indemnisation et donc du coup verse l'indemnisation directement à cette personne sans qu'il y ait un élément central qui est l'assurance aujourd'hui qui gère cette relation finalement qui fait l'intermédiaire entre les différents assurés de la compagnie. Et puis le dernier sujet, c'est la dernière catégorie, c'est la tokenisation. Et là, c'est-à-dire comment créer de la liquidité sur des actifs qui sont très peu liquides. C'est-à-dire comment, je prends par exemple dans l'immobilier, j'ai une tour par exemple que je vends, je ne peux pas la vendre en bloc, et je peux, pour créer la liquidité de ce bien, je peux la découper en plusieurs, ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire c'est une représentation digitale d'une petite partie de cette tour par exemple, et au lieu de vendre de la tour, je peux vendre un token, 2 tokens, 3 tokens de cette tour, et c'est-à-dire je possède si j'achète 3 tokens, par exemple, j'achète 3 unités de valeur de cette tour, par exemple. Et ces tokens, du coup, sont représentés et sécurisés dans la blockchain. Et ça permet, par exemple, de créer la liquidité sur un produit peu liquide. Donc ça, on parle des tokens fongibles, c'est-à-dire j'ai une unité de valeur d'un bien immobilier. Maintenant, je pense on avait tous peut-être entendu parler, on parle aussi des tokens non fongibles, les NFT, où là, je représente un produit particulier sous forme d'un token, et c'est-à-dire un token ne ressemble pas à l'autre. Par exemple, si je prends une œuvre d'art que je représente sous forme de NFT, une NFT du tableau A n'est jamais équivalent au token d'un tableau B parce que les deux tableaux ne sont pas comparables, ne sont pas fondus.
C'est très peu en Afrique. Cette année, dans le marché de l'art, les NFT, ça a été vraiment le sujet qui a un peu chamboulé le marché de l'art en 2020. Exactement. Et aussi pour les œuvres digitales. Exactement. Ça a commencé avec l'art. Maintenant, on le trouve dans tous les secteurs, beaucoup dans le sport, par exemple. Dans le sport, on crée soit des photos des joueurs de sport, de foot, par exemple, voire même des bouts de vidéos de matchs de foot, par exemple, qui sont créés sous forme de NFT. Et donc, du coup, ce bout de vidéo, il est forcément unique. Il peut pas être, je peux pas le reproduire. Et donc, du coup, j'achète le bout de vidéo d'un moment important d'un match de foot, par exemple. Donc, du coup, ça a commencé avec l'art, mais on le trouve maintenant dans beaucoup de et on va revenir du coup sur ces différentes catégories, justement sur des cas d'usage concret de ce qui s'est passé en Afrique. On va revenir sur un exemple de projet de traçabilité en Afrique, un projet de certification et de transactions. Je sais si on a de la tokenisation aussi, avec les CBDC aussi. Voilà, donc du coup on verra pour chacune de ces catégories un exemple concret. Alors avant de montrer 2-3 chiffres, c'était la partie la plus dure. Alors, c'est bon ou est-ce que c'est clair? On peut poser des questions ou pas? Oui, parce que là, c'est les deux ça et après, ça sera J'ai facile. deux questions assez simples. J'ai peut-être pas compris, mais je suis pas sûr qu'il y avait la réponse. Vous avez l'air d'insister pour dire que toute information qui est mise dans l'analogie que vous faites avec le livre, dans la blockchain, elle est garantie, sûre. Ça, je ne comprends pas, parce que je ne vois pas ce qui m'empêche d'entrer dans le système une information fausse, mensongère. Deuxièmement, qui manage tout ça? Quelle est la main invisible qui dirige tout ça? Parce que c'est bien gentil de dire que personne dirige parce que tout le monde, c'est partagé par tout le monde et on ne peut rien fausser. Et donc, il y a quand même une main visible. J'ai une question complémentaire, comme ça, vous mettez tout en même temps. Ça paraît une génération de données successives. Où est-ce que ça va aller tout ça? Et est-ce qu'on ne va pas être sous le coup de milliards et milliards de lignes de code, je ne sais où, qui ne sont jamais obsolètes, qui ne disparaissent jamais, mais est-ce qu'on ne va pas se trouver sous les données? Ça coûte cher en énergie. Pas tout le temps. Je vais revenir. J'avais une question, juste savoir sur ça. Est-ce qu'ils ont, si vous avez dit que ça a mené ce projet, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Est-ce que c'est ce qui se passe maintenant? Okay. Je vais commencer par la dernière question et je remonte. Non, pour AXA, c'était une expérimentation. Ils l'ont fait, je pense que c'était en 2018, il me semble. Ils l'ont fait pendant quelques années, ils ont arrêté le projet. C'était au début de l'arrivée des sujets blockchain. Ils voulaient découvrir, voir ce que peut être le cas d'usage dans l'assurance. Donc, du coup, ils l'ont fait, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup de pénétration de la blockchain dans le domaine de l'assurance. On dit, OK, on n'est pas obligé de faire d'autres choses que les autres, donc attendons. Et donc, du coup, ils ont arrêté ce projet-là. Parce que dit, c'était une expérimentation pendant un moment. Mais le cas d'usage, c'était ça, c'était de faire, si on devait un jour être désintermédié, réfléchissons nous-mêmes à cette désintermédiation. C'était un peu cette logique. Donc, du coup, on va dire, voilà, si on devait réfléchir, nous, à nos cas d'usage de désintermédiation, qu'est-ce que ça peut être? Si on revient à votre question, vous avez tout à fait raison. En fait, la blockchain ne garantit pas la véracité de la donnée elle-même. Elle garantit l'intégrité de cette donnée une fois qu'elle est intégrée dans la blockchain. C'est-à-dire, une fois que j'ai écrit quelque chose, la blockchain peut assurer et garantir que cette donnée ne sera jamais modifiée ou altérée. C'est gravé dans le marbre. Exactement, ça c'est gravé dans le marbre. Par contre, si j'inscris une information fausse, l'information fausse elle est aussi gravée dans le marbre. C'est une mémoire, mais c'est pas un vérificateur. Non, c'est exactement, c'est pas un vérificateur, elle garantit pas ce qui se passe avant l'arrivée de la donnée dans la blockchain. Donc du coup, si j'intègre une donnée fausse, elle sera, voilà, je peux garantir que les données sont non modifiables. Mais sont non modifiables. Mais de les garantit rien. Mais on garantit, exactement, on garantit pas la véracité. Quand tu écris un papier ou tu écris une lettre. Donc, mais comme on présente la blockchain comme la sécurité totale. C'est l'intégrité. C'est l'intégrité. C'est pas la véracité. Exactement. C'est l'intégrité. Et du coup, si je reviens sur le sujet, par exemple, des diplômes, ce qui assure, ça sécurise la véracité, c'est parce que justement l'école qui, par exemple, va donner ce diplôme, qui va
s'occuper de l'intégration de ce diplôme dans la blockchain. Et donc, du coup, c'est l'école qui sécurise en amont la véracité de ces diplômes. Mais une fois que ce diplôme est dans la blockchain, son intégrité est assurée par la technologie elle-même. Et donc, du coup, il y a toujours justement un sujet sur l'origine des données quand on met cette blockchain et comment on s'assure la véracité, l'intégrité avant qu'elles arrivent dans la blockchain. Sur la véracité, parce que j'ai entendu le mot au fond, il y a aussi un consensus. Oui, oui, tout à fait. Qui est plus une manière quand même d'approcher la véracité. Quelque part. Il y a, ça dépend des cas d'usage. Si je prends par exemple sur Bitcoin, justement, quand je fais une transaction, qu'une personne envoie de l'argent une personne A envoie de l'argent à une personne B, des bitcoins à une personne B, cette transaction est générée directement sur la blockchain et du coup, il y a un consensus, il y a un ensemble de nœuds qui vont valider cette donnée et qui vont avoir un consensus sur sa véracité et à partir de là, je sécurise à la fois la véracité et l'intégrité. Mais c'est parce que la donnée elle-même a été générée dès le début dans la blockchain elle-même. C'est le cas de Bitcoin. Elle peut être fausse. Non, si tu génères ta transaction dans la blockchain, là tu es purement blockchain. Par contre, de faire une affirmation, d'écrire, si ce que tu écris est faux, on ne pourra pas le modifier, toi non plus. Par contre, ça restera faux. Ça ne va pas devenir vrai par magie. Et en plus, ça restera ça. Pour l'éternité, on va savoir cette donnée a été fausse et sont saisies par tel ou tel acteur. Si tu écris Étienne Giron, c'est pas l'Afrique, tu ne pourras même plus le modifier. Même si c'est faux. Mais si c'est moi qui l'écris, il ne pourra pas non plus le modifier. Mais peut-être qu'alors, le consensus dira que c'est Sandrine Historien qui est faussement. Ça dépend quel est le poids qu'on donne. Et le poids qu'on donne à la véracité et à l'intégrité. Et ça dépend de la donnée dont on parle. Pardon. Je disais, c'est la différence entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Dans une blockchain privée, le nombre de nœuds est fini et ceux qui gèrent les nœuds se mettent d'accord sur un consensus. Exactement. Il y a une majorité de personnes qui sont d'accord avec l'information et qui la valident. L'information est conservée par toute la blockchain. Exactement. Tout à fait. Alors voilà la main visible. Alors, exactement. Je reviens sur le sujet de la main visible ou invisible. La réponse est différente selon si on parle d'une blockchain privée ou publique. Je commence par les blockchains publiques, c'est-à-dire des blockchains qui sont ouvertes à tout le monde. Bitcoin, par exemple, c'est une blockchain publique. Tout le monde peut télécharger tout le registre de blockchain sur son ordinateur et suivre toutes les transactions. Et bien là, c'est la puissance de cette machine, de cette technologie. Il n'y a pas de main derrière. C'est un système qui est autonome parce que il est complètement décentralisé. Tout le monde peut avoir la copie du registre. Ça marche par un système de consensus, c'est-à-dire du moment qu'il y a une majorité de nœuds qui sont d'accord sur une information, cette information est considérée comme vraie et donc personne ne contrôle le système. Aujourd'hui, si je prends Bitcoin, personne ne contrôle le système Bitcoin. Et c'est ça qui fait sa robustesse. Sinon, Bitcoin n'aurait jamais coûté 60 000 €. C'est quoi un nœud? Alors, oui. Je suis désolé. Ah non, mais très bien. Tu fais très bien, Jean-Michel. Et alors, il y a une autre question aussi. Attends, non, excuse-moi, peut-être finir d'abord la question d'Étienne. C'était pour aller plus loin, en fait. Ouais. Le nœud, c'est quelqu'un qui héberge une copie du registre chez lui. C'est-à-dire, c'est une personne, une entité qui crée un serveur et qui prend une copie du registre et met sur ce serveur et du coup commence à l'alimenter et à le synchroniser avec les autres nœuds. Ce serveur dans lequel on a une copie de ce registre s'appelle un nœud. Et donc du coup, la blockchain, c'est un ensemble de nœuds parce que du coup, c'est l'ensemble des bitcoins, des registres. Et donc du coup, sur une blockchain publique, justement, tout le monde peut créer un nœud. Il suffit, quand vous prenez votre ordinateur, téléchargez le registre, vous le mettez de Bitcoin, vous le mettez sur votre ordinateur devient un nœud de la blockchain. Sur une blockchain privée, l'accès est contrôlé, c'est-à-dire, c'est un consortium fermé et il faut l'autorisation du consortium qui gère cette blockchain pour y accéder et être un nœud de cette blockchain. Excusez-moi.
Quand vous parlez de transactions sur je sais pas, est-ce que c'est par souci de simplification que vous ne parlez pas de contrat intelligent? Parce qu'on ne comprend pas trop si c'est juste une base de données. Comment est-ce qu'une transaction, par exemple, on parlait des transactions, comment est-ce qu'on peut créer des contrats sur la blockchain, même si ce ne sont que c'est une base de données? Ouais, c'est les deux. En fait. Et juste pour compléter la question de madame, aujourd'hui, il y a une application qui marche, qui est celle de la SNCF. Quand on reprend un retard de 20, de 40, de 1 heure, exactement, c'est grâce à la blockchain qu'on vous a sans avoir besoin de contrôler, quand vous avez pris, sans que vous n'ayez besoin vraiment de faire des démarches spécifiques. Tout à fait. La blockchain, grâce à un contrat intelligent, tu peux faire. Les smart contracts, tout à fait. En fait, il y a un autre, parce que je suis là à présenter, vous avez raison, il y a deux volets dans la blockchain. Il y a le stockage de l'information, c'est-à-dire j'ai une transaction, cette transaction, une fois qu'elle est faite, je dois la stocker, et donc du coup, c'est un système de stockage d'informations, de stockage de la transaction. Après, au-dessus de ce stockage, on peut avoir une couche d'intelligence, ce qu'on appelle les smart contracts. C'est des sortes d'algorithmes qui s'exécutent au sein de la blockchain elle-même et qui, du coup, peuvent avoir appliqué des règles de gestion, de contrôle, de la logique, de l'intelligence. Et du coup, par exemple, vous dites l'assurance de SNCF, en fait, dès que vous prenez votre billet l'information sur votre billet est enregistrée, et donc du coup, dès qu'il y a un retard d'un train, l'information sur le retard est injectée directement dans cette blockchain, et du coup, il y a ce smart contract, cette intelligence qui va se déclencher et dire, OK, je vais aller voir toutes les personnes qui ont un billet sur ce train-là et qui ont cette assurance, et je les rembourse automatiquement, et je lance du coup des transactions de remboursement. Donc ça, c'est la partie intelligence. C'est pas ça qui est stocké finalement directement dans la blockchain, ça c'est juste l'intelligence qui s'exécute au flux, mais qui va générer des transactions qui sont elles-mêmes stockées dans la blockchain sous forme de données. Je vais peut-être faire le timekeeper, parce que ça fait déjà 40 minutes. Exactement. Non, mais pardon, je ne sais toujours pas où sont stockées les données. Mais qui paye? Parce que vous parlez, où sont stockées les données, quel est le modèle économique? Parce que donc c'est la main visible, là, je ne sais toujours pas où elle est la main visible. Elle a bien une. Juste pour aller dans le même sens, c'est parce que si on dit qu'on a chacun une copie du l'entité du registre, j'ai un peu du mal à voir comment avoir une copie de tout avec finalement des capacités. Des machines, oui, exactement. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Sur justement, vous venez sur la main, donc du coup, justement, sur une blockchain publique, il n'y a pas cette main, ce qui n'est pas le cas sur une blockchain privée, où du coup, on garde un peu ces principes de décentralisation, etc., mais on est en conscience privée et on fait ce qu'on veut. Et donc, du coup, là, on peut gérer notre blockchain comme on veut. D'ailleurs, on peut même supprimer le principe de consensus et dire, il y a une entité de la blockchain qui valide toutes les transactions. On appelle par exemple un notaire qui valide toutes les transactions. Donc, ça, c'est les blockchains privées. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les cas d'usage industriel, hein, on va y revenir après, c'est-à-dire on s'inspire du principe de la décentralisation, de la confiance, de la transparence, mais on crée quelques exceptions et on fait un peu ce qu'on veut. Maintenant, sur le business model, dans les blockchains publiques, je fais toujours par exemple avec Bitcoin, bien sûr, personne n'est payé pour stocker les données, parce que tout le monde peut le faire. Si vous-même vous décidez d'installer le registre sur votre blockchain, sur votre machine et l'avoir de l'autre côté, personne ne va vous payer pour ça. Par contre, pourquoi les gens le font? C'est parce que justement dans ces blockchains publiques, pour valider les données, il faut faire des calculs. Il faut une puissance de calcul importante, ce qu'on appelle le minage, si vous m'avez entendu, ou les mineurs. C'est du calcul qu'il faut faire pour valider justement, exécuter, on va dire, ce processus de consensus et valider les données. Et bien, ceux qui font cet exercice-là, ceux qui font ce minage, sont payés par le système pour l'effort qu'ils font pour le fonctionnement de la blockchain. Donc, du coup, si je prends l'exemple de Bitcoin, chaque nœud qui fait ses calculs et qui arrive à valider le bloc pour tout le monde, il est payé, aujourd'hui, on reçoit 6 bitcoins 25 en fait. Et donc du coup, il est payé par du bitcoin. Le coût du bitcoin.
qui a décidé que c'était 6,25. Ah, oui. Son nom et son adresse. Oui, non, heureusement que je le connais. Bravo, bien essayé. Non, c'est bien tenté. Malheureusement, personne ne le connaît. Et c'est toute la puissance. Et franchement, on pense que Bitcoin a eu ce succès parce que justement, on ne sait pas qui est derrière. Parce que sinon, si on savait qui était derrière, ça allait perdre cette logique de c'est complètement autonome, complètement décentralisé. Ça va venir, si on savait une personne, ça va venir la même chose que d'être dépendant d'une banque. C'est plus invisible au sens où celui qui a lancé ça à l'époque. Exactement. Il a ce contrôle aujourd'hui. Et il a défini des règles. Il a dit au début. Exactement. Et il y avait un nombre de bitcoins qui était défini au début pour payer ces mineurs qui valident les transactions. Il a dit que tous les 4 ans, cette rémunération va être divisée par 2. Donc aujourd'hui, je pense que c'était autour de 24 bitcoins au début. Après, c'est passé à 12. Maintenant, c'est 6. Donc oui, il y a ces règles qui sont définies par cette personne inconnue au début et qui ont été intégrées dans la blockchain et gravées dans la blockchain et qui s'exécutent encore aujourd'hui. Mais c'est comme ça. On ne sait pas qui les a définis. Et heureusement, parce que sinon, ça allait revenir à un système centralisé avec une main derrière. Mais justement, tout l'objectif, c'est de ne pas avoir cette main. Oui, la question sur les registres. Oui, bien sûr. Si vous prenez le registre Bitcoin aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'installer sur un PC normal. C'est des grosses machines justement qui calculent, qui demandent beaucoup de capacité de stockage et de calcul. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne va pas étonner. Une grosse partie des machines Bitcoin sont en Chine parce qu'ils ont les moyens physiques d'avoir ces grosses machines. Peut-être ça. Ça a changé. Oui, ça a commencé à changer, mais à un moment, voilà. Et une bonne partie, quand même, elle est en Chine où les coûts d'électricité. L'État chinois, tout. Oui, ils ont régulièrement. Oui, tout à fait. Non. Mais à un moment, c'était. La Chine a commencé à prendre. Et c'était surtout par rapport aussi à coût d'électricité. Vous rappelez, Jean-Michel. Et c'est un point important, je sais qu'on est en retard, mais c'est un point. Toutes les blockchains ne sont pas énergivores. C'est spécifique au protocole qu'on utilise pour valider les données. Et donc, du coup, dans le cas de Bitcoin, ça s'appelle Proof of Work. Donc, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de calculs pour valider une donnée. Et cette capacité de calcul consomme beaucoup d'énergie. Mais maintenant, justement, pour l'industrie, on commence à avoir d'autres blockchains, types de blockchains, je prends Ethereum, par exemple, ou Ledger, qui ont des algorithmes de validation de données différents. On n'utilise plus cette capacité de calcul et donc, du coup, on ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, du coup, il faut vraiment oublier ce stéréotype de blockchain, c'est énergivore. Non, Bitcoin, c'est énergivore. Blockchain, quand on fait une blockchain pour une administration africaine, bien sûr, c'est un élément important et on n'utilise pas des blockchains qui sont énergivores. Il y a encore une question et après je réponds. De sur des cas concrets, je pense que ça va plus vous parler en allant de cas concrets. Oui. À propos de l'énergie, nous avons été sollicités par une société américaine pour créer des centres de mining, oui. Dans le sud marocain, à Darna. Le projet, c'est de construire des éoliennes pour générer 900 mégawatts. Alors, si ça consomme peu, je ne sais pas ce que c'est, 900 mégawatts, c'est ça. Oui, non, mais ce que je dis, ça dépend vraiment des types de blockchain. Les blockchains de type Bitcoin qui utilisent ce protocole de validation de données qui s'appelle Proof of Work, ce protocole lui-même, pour son fonctionnement, il faut faire beaucoup de calculs et donc là, ça consomme beaucoup d'électricité. Et donc, tant qu'on utilise ce protocole-là, oui, les solutions qui sont faites avec ce protocole sont énergivores. Mais aujourd'hui, on a d'autres blockchains. Je prends par exemple, peut-être entendu parler Ethereum, qui était au début sur ce type de protocole et qui est en train de migrer sur un autre protocole qu'on appelle Proof of Stake, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a un fonctionnement différent, qui ne s'appuie pas sur cette capacité de calcul. Et bien là, on revient à une consommation d'énergie tout à fait normale, comme toute autre technologie. Ou si je prends par exemple une autre technologie, une autre blockchain, qui s'appelle Corda, qui a été créée par un consortium de banques et d'assurances, qui est adapté aux spécificités du secteur financier. Et bien évidemment, ils n'ont pas utilisé le protocole du Bitcoin, ils ont fait leur propre protocole qui ne s'appuie pas sur cette force de calcul et donc ne consomme pas cette énergie. Donc oui, ce que je dis, il n'y a pas une blockchain, il y a plusieurs blockchains qui ont des fonctionnements
plus ou moins différents. Le principe est toujours le même, les caractéristiques sont toujours les mêmes, mais les fonctionnements sont différents et du coup, on a résolu ce problème de consommation d'énergie. 2-3 chiffres et pas rentrons sur les cas concrets. Alors, quelques chiffres. D'abord, je vais commencer par le marché de la blockchain. On est sur le chiffre, mais vous le voyez, c'est une évolution exponentielle. Les analystes, en 2018, on parlait déjà près on parlait d'un milliard de chiffre d'affaires. En 2023, on parle déjà de 23 milliards. Du coup, voilà, c'est une augmentation exponentielle parce que justement, on est sorti, et ça rejoint aussi les industries et les cas d'usage, parce qu'on est sorti de cette bulle des cryptoactifs et de Bitcoin, et qu'on commence à trouver des cas d'usage concrets dans différentes industries qui n'ont rien à voir avec cryptoactifs, et donc forcément, ça fait exploser le marché. Donc, comment on peut compter le chiffre d'affaires? C'est gratuit. Non, enfin, je veux dire, c'est les chiffres d'affaires des projets autour de la blockchain. Et les exemples, on va voir juste après, on a. Exactement. Sur les secteurs, les différents secteurs, bon, bien sûr, on voit le secteur financier 60%. Donc ça, c'est normal, c'est un peu historique, parce que justement, les acteurs financiers étaient les premiers à utiliser cette menace de la blockchain, parce que justement, c'était des cryptoactifs, la désintermédiation des banques, etc. Donc, c'était les premiers à se sentir menacés. Donc, du coup, forcément, les premiers à se positionner sur le sujet pour voir comment se protéger dans ce que j'ai cité, AXA, etc. Mais après, ce qui est important, c'est que cette situation est en train de changer, parce qu'on commence à trouver des cas d'usage dans plein d'autres industries, et voire même, je pense aujourd'hui, la tendance dans l'industrie est beaucoup même plus forte que ce qu'on constate dans le secteur de la finance. Ça, c'est un peu l'effet du passé qui est encore là, mais la situation est en train de changer. Donc, c'est dans le sens. Les cas d'usage, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu ce que je vais expliquer, mais ça, à retenir, c'est que justement, il n'y a pas un cas d'usage. Il y en a beaucoup. Il n'y en a aucun qui sort du lot. On peut faire plein de choses de la même manière. Et donc, il y en a qui sont un peu plus d'adoption que d'autres. Mais voilà, il n'y a pas un cas d'usage. On peut faire plein de choses avec la blockchain. On va revenir plutôt sur les exemples concrets. Donc, les gens pouvaient faire plusieurs réponses. Avant de demander aux gens, oui. la blockchain, exactement. Pour quel cas, voilà, exactement. Et donc, du coup, tout le monde imagine des cas d'usage différents et voilà, c'est pas limité à une catégorie de cas d'usage. Bon, il y a quand même des barrières à l'adoption de ces technologies. Le premier qui revenait justement dans les entreprises, c'est le cadre réglementaire. Bon, ok, on dit très bien que la blockchain assure l'intégrité d'une donnée. Maintenant, est-ce que je peux utiliser ça comme preuve légale dans un processus? Voilà, où il y a de la jurisprudence, etc. Mais il y a un cadre réglementaire à construire autour de ces technologies. Donc, du coup, voilà, au début, on n'avait pas. Ça commence à se construire, mais au début, on n'en avait pas. Donc, ça freinait beaucoup les entreprises. Les deux autres points, c'est que justement, la blockchain, nativement, elle est décentralisée. Donc, on ne fait pas une blockchain tout seul dans son coin. On l'a fait avec un écosystème, avec d'autres acteurs, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, du coup, de construire cet écosystème, de mobiliser, fédérer des acteurs et de construire cet écosystème pour construire une blockchain, c'est pas toujours évident parce que voilà, on n'a pas toujours cette confiance et donc construire l'écosystème c'est des fois un challenge parce qu'on fait pas jamais, on n'a pas toujours l'autonomie de faire une blockchain tout seul. Après, il y a des sujets sur l'interopérabilité des blockchains, c'est-à-dire si on commence à faire plusieurs blockchains qui font des cas d'usage différents, comment au final les connecter entre elles, voilà, et gérer cette interopérabilité, mais ça on rentre dans un sujet un peu plus technique. Point important sur l'IP, quand on est un écosystème et on fait une blockchain tous ensemble, elle appartient à qui cette solution? Qui a la propriété intellectuelle de la solution. Donc, du coup, il y a aussi un sujet de gouvernance
de la gouvernance des blockchains. Qui est responsable de la solution, qui est responsable des traitements, etc. Donc, le Comme il sujet n'y de a la pas de main gouvernance. invisible, qui est Exactement. Vu qu'il n'y a pas de main, bah, comment on gère, quelle est la gouvernance autour de ces solutions. OK. Et pour finir, sur la tendance dans les entreprises, sur l'intérêt qu'elles ont pour ces technologies, deux messages. C'est que déjà, en 2018, ceux qui considéraient que le sujet n'était pas pertinent pour eux, qui ne s'intéressaient pas au sujet, étaient déjà très peu nombreux. Il n'y avait que 2 ou 3 ou 4% qui considéraient que la technologie n'apporte aucune valeur pour eux et n'est pas intéressante pour eux. Donc, au fil des années, le sujet monte encore dans la top priorité des points stratégiques pour les entreprises. Et si je prends par exemple le premier qui place vraiment le sujet dans leurs 5 priorités stratégiques, là en 2018 on était déjà à 43%, en 2020 on était déjà par exemple à 55%. C'est quand même la moitié des entreprises qui considèrent la blockchain comme un de leurs 5 sujets les plus prioritaires. Et si on met sur l'Afrique, parce que c'est un peu ce sujet, il y a 4 ans, très peu de gens en faire là, on parlait. Et en l'espace de 3 ans, c'est tellement. Tout à fait. On va faire un autre sur les cas d'usage. Voilà. Allez, voilà. Voilà, il y en a 4, c'est ça. Donc, 8 minutes par cas d'usage. Allez, juste une vidéo, 5 minutes. Ça compte pas. Il y a des cas concrets et réels. Donc, on va entrer dans le premier cas d'usage qui était de la traçabilité et la transparence. C'est quoi l'enjeu? Comme Hamza vient d'expliquer, on peut tracer tout ce qu'on veut tracer sur la blockchain, que ce soit des biens, des produits, de l'argent, des fonds, que ce soit de l'information. Quelques exemples que Hamza a déjà commencé à expliquer, c'est par exemple la traçabilité des vaccins ou des produits médicaux. C'est des chaînes de valeur un peu complexes où des conditions doivent être respectées pour que le produit ait encore toute son efficacité et sa qualité, afin que les patients finaux vont avoir la confiance dans le produit. Donc, tracer tout le parcours du produit de manière sécurisée sur la blockchain, c'est un des cas d'usage de traçabilité. Un autre exemple, c'est la traçabilité des biens agroalimentaires, comme Hamza a aussi évoqué, par exemple des produits bio, où on veut aussi pouvoir tracer le respect de certaines conditions de production ou l'utilisation de certains engrais, pesticides, etc. Tout au long de la chaîne de valeur. C'est des vrais sujets, je sais que l'agroalimentaire est important pour le CERN, c'est des vrais sujets en Afrique. Depuis que l'Union européenne impose à certains pays africains, je pense à la Côte d'Ivoire sur le cacao, des réglementations sur la traçabilité d'un certain nombre d'informations liées à la production de cacao. Et qui n'est pas que le bio, c'est aussi, ça n'a pas été fait dans un centre où il y avait des enfants qui travaillaient. Et aujourd'hui, c'est devenu une obligation légale pour pouvoir apporter dans l'Union européenne. D'où l'Union européenne met beaucoup d'argent aussi pour aider les pays africains à mettre en place ces systèmes de traçabilité. Il peut y avoir des questions douanières aussi. Il y avait des assemblages dans certains pays, des produits qui ressortaient, soi-disant, exactement. Donc ça peut permettre. Exactement. Identifier la fraude, etc. Et encore une fois, qui entre la donnée exactement, la donnée initiale, on ne peut pas forcément la contrôler. Mais après, on peut identifier des inconsistances et toujours tracer d'où vient cette donnée qui peut être faussée. Et le dernier exemple de traçabilité, c'est la traçabilité des fonds. On va entrer un peu dans les détails. Par exemple, dans le décaissement des fonds de l'aide au développement dans les pays africains. Un cas d'usage sur lequel on a travaillé beaucoup au Burkina Faso et en Éthiopie. Ensemble avec la KfW, que vous voyez ici à droite sur l'écran, la KfW, la banque de développement allemande, qui a commencé à développer depuis 2018 une solution basée sur la blockchain qui est open source. Encore une fois, tout le monde peut télécharger le code, peut accéder, peut jouer avec, développer et l'adapter à son propre cas d'usage. Typiquement pour un cas d'usage de traçabilité. Mais qu'est-ce qu'on veut tracer? C'est complètement ouvert. Des produits, des biens, des informations, des fonds. On peut l'adapter comme on veut. Donc ça, c'est une solution open source qui a été développée depuis 2018. 2 cas d'usage ont été testés. Un cas d'usage de traçabilité de vaccins, ensemble avec l'organisation Gavi, que vous connaissez pour les subventions des vaccins dans le monde. Et notre cas d'usage sur lequel nous on a travaillé, c'est encore une fois la traçabilité des fonds de développement de plusieurs pays, y compris le Burkina Faso, la Géorgie hors Afrique et l'Éthiopie, la Tunisie et autres. Donc, quelques exemples effectivement des différents cas d'usage, des différentes applications de cette application 3X de la KfW. Et encore une fois, ça aurait peut-être dû être notre client Pete Clefman qui n'a pas pu se connecter ce soir parce qu'il est souffrant. Donc ça, c'est quelques cas d'usage
qui ont été appliquées avec nous au Burkina Faso, Éthiopie et Géorgie, actuellement en Tunisie, avec Gavi au niveau mondial, avec la Banque de développement brésilienne qui a adapté ce socle technique pour en faire leur propre cas d'usage. Juste pour vous donner des idées, il y a des cas concrets en cours sur l'application de cette plateforme open source TrueX. Et le cas le plus fameux de cette plateforme TrueX, c'est TrueBudget. Donc, le budget, le vrai budget ou voilà, le vrai budget. Et le vrai budget de TrueBudget, ça, c'est le cas que nous avons piloté Burkina Faso, Éthiopie et en Géorgie, qui, je pense, commence sur les slides suivantes, peut-être avec… Pas encore, excuse-moi. D'abord, on va parler de la traçabilité des vaccins. Je propose de dire directement, sinon on fait directement sur TrueBudget. Si quelqu'un veut parler des vaccins, c'est à la mode ces temps-ci, mais je propose d'aller directement. Les gens pourront regarder la slide. Oui, on partagera la présentation. Mais allons directement sur les cas concrets. Surtout qu'on a une petite vidéo sur ce sujet-là. On fait la vidéo? Elle est 5 minutes. Et bien, on fait la vidéo. D'accord. La vidéo est assez porteuse. Bon, la vidéo, on espère que la vidéo est autoporteuse, effectivement. Vous comprenez l'idée de comment est-ce que TrueBudget, cet outil, est utilisé dans cet exemple au Burkina Faso, où on a adapté cet outil TrueBudget vraiment dans le contexte local. Maintenant, cette plateforme s'appelle SICFE, le système intégré de la gestion des financements extérieurs. Donc, une plateforme pour tracer le décaissement, par exemple, les paiements des différents fonds que le Burkina Faso reçoit des pays donateurs. Et le Burkina est le premier pays au monde à avoir suivi une partie de son budget via la blockchain. Premier pays au monde. On espère que sur la distance, on rend le son. Ça dure 5 minutes. C'est sur YouTube, donc au pire, vous pouvez aller sur YouTube pour la voir. On ne vous donne pas le lien. Le lien. Dans le contexte de la coopération pour le développement, deux résolutions, la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide en 2005 et le partenariat de Busan en 2011, jouent un rôle important dans la recherche d'une coopération au développement efficace. Elle vise à optimiser davantage l'efficacité de la collaboration financière en utilisant le système du pays bénéficiaire comme option par défaut pour gérer la contribution financière des partenaires techniques et financiers. Parallèlement, l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques est encouragée. À côté, nous observons le développement de technologies comme la blockchain, qui est un système de stockage de données décentralisé et distribué, constitué de nœuds, avec pour chaque nœud une réplication de la base de données, chaque partie prenante étant techniquement représentée par un nœud sur SIGFE. L'utilisation de la blockchain implique l'élimination du risque de manipulation de la perte des données. L'utilisation de la blockchain sur SIGFE permet donc d'utiliser les SI des pays partenaires tout en rassurant les bailleurs de fonds de l'intégrité des données. C'est dans ce contexte que SIGFE a été développé. SIGFE étant un outil de workflow basé sur la blockchain qui permet une gestion de projet efficiente et transparente. SIGFE facilite la coordination de toutes les parties prenantes impliquées dans un projet ou programme. Il permet de suivre le progrès des projets en temps réel, par exemple les paiements effectués pour un projet donné. Il a été conçu pour s'intégrer facilement dans les systèmes IT utilisant des API. Et il est un outil très souple et facile à utiliser. Et donc, après une phase pilote concluante en 2018-2019, le déploiement de SIGFE au Burkina Faso a débuté en 2020. La version open source de SIGFE, gratuitement disponible en ligne, s'appelle TrueBudget et a été testée et déployée dans plusieurs pays, y compris l'Éthiopie et la Géorgie. Généralement, la préparation, gestion et mise en œuvre de nombreux projets de développement au Burkina Faso sont soutenus financièrement et/ou techniquement par un PTF. Ce PTF étant conscient du risque fiduciaire, il contrôle et vérifie les processus du cycle des projets, donne des avis de non-objection aux documents, factures, soumis par le Burkina Faso ou, dans le cas de paiement direct, transfère les fonds directs sur le compte des prestataires de services ou entreprises en charge de la mise en œuvre des projets. Ce mode de gestion aide les PTF à avoir un contrôle sur les dépenses et ainsi adresse leur perception des risques fiduciaires et de détournement de fonds. Cependant, ces processus sont extrêmement lourds et le Burkina Faso manque souvent d'informations sur les projets financés par les PTF en raison de leur faible visibilité sur l'exécution de ces projets. Cela constitue un défi pour le Burkina Faso dans ses activités de planification et de gestion budgétaire, car il ne dispose pas d'une vue complète sur les dépenses réelles et prévues liées au projet de développement dans le pays. L'autre challenge auquel SIGFE est voué à répondre
porte sur la communication et la coordination des projets. En effet, les projets, en particulier les projets de coopération au développement, impliquent de nombreuses parties prenantes du Burkina Faso et du pays PTF. Au Burkina Faso, par exemple, il peut impliquer le ministère des Finances, certains ministères techniques, les collectivités locales, etc. Et pour le PTF, il peut impliquer le ministère de la Coopération et du Développement, une banque de développement ou bien d'autres organisations donatrices. Différentes parties prenantes ont des systèmes de gestion et de stockage de données différents et disjoints et la communication se réalise souvent bilatéralement par téléphone, courriel ou voie postale. Cela conduit à plusieurs défis. Un niveau d'information inégale, un problème d'archivage des informations aléatoires et dispersées, des structures répondantes et des données divergentes. SIGFEU, en tant que plateforme partagée entre toutes les parties prenantes, assure des informations et données partagées en temps réel afin que toutes les parties prenantes disposent à tout moment des dernières informations des projets de développement. En effet, SIGFEU étant basé sur la technologie blockchain, les nœuds de la blockchain de chaque partie prenante assurent un même niveau d'information à tous les acteurs. SIGFEU reflète les processus de workflow de planification, de mise en œuvre et de suivi de projet. Il permet de partager des informations en temps réel entre les utilisateurs de différentes organisations. Des étapes cruciales, notamment d'approbation telles que la non-objection d'un PTF, un processus d'achat, un contrat et le versement des paiements, ou l'établissement de rapports et le suivi des indicateurs de réalisation des projets peuvent être franchis et suivis immédiatement sans aucun retard. La technologie sous-jacente de SIGFEU est la blockchain. Une copie du logiciel et des données, appelée nœud, est installée dans chaque organisation participante. Les nœuds se synchronisent, de sorte que les données ne sont pas seulement stockées dans un, mais plusieurs emplacements et sont protégées contre la perte de données, par exemple en cas de panne d'un nœud ou contre les manipulations. Toutes les activités sont documentées sur la plateforme et sont traçables. Donc là, on a vraiment un exemple d'une blockchain privée qui n'est pas publique. Donc, pas tout le monde peut télécharger l'application ou se connecter ou installer un nœud. C'est une blockchain qui est gérée par le Burkina Faso et les différents pays partenaires, les PTF étant les partenaires techniques et financiers, comme l'Agence française de développement ou autres, peuvent aussi installer un nœud si le Burkina l'accepte. Et le Burkina les encourage bien sûr à le faire. Et enfin, on va avoir un réseau distribué de plusieurs nœuds, de plusieurs copies des données qui transitent sur cette plateforme entre les institutions au Burkina Faso, le ministère des Finances et les différents ministères techniques, et les PTF, les bailleurs de fonds. Donc ça, c'est une blockchain privée qui reste gérée quand même par le Burkina Faso, qui doit être maintenue à long terme, qui fait le onboarding, la formation des acteurs, par exemple. Donc là, on n'a pas de main invisible, pas de désintermédiation d'acteurs. On a, par exemple, avec le Bitcoin, avec une blockchain publique. Donc, peut-être pas rester en trop de détails. Je pense que c'est bien de présenter là les. Ouais. Donc effectivement, donc tous les slides, je pense que c'est quelque part derrière, c'est rigolo. Alors ça, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est pareil, mais c'est pour vous montrer. L'Éthiopie, c'est arriver à gérer une partie du budget de l'Éthiopie en gérant tous ses partenaires. Ils sont des gens soit qui financent, soit qui sont des partenaires techniques, et quelque part de faire en sorte que toute la procédure de l'appel d'offres jusqu'au décaissement, soit sur ce fameux livre sous forme de blockchain. Et donc, le jour où on dit on décaisse parce qu'on paye telle ou telle prestation, c'est que derrière, tout le monde pourra vérifier que cette prestation a bien été réalisée. Et peut-être pour adresser la question, qu'est-ce qu'exactement est-ce qu'on trace dans ce cas d'usage sur la blockchain? On trace les différentes étapes et les validations des étapes d'un processus. Quel type de processus? Les processus de passation de marché, les processus de reporting, les processus de décaissement, de paiement. Et à chaque fois, c'est typiquement le pays partenaire, en l'occurrence l'Éthiopie ou le Burkina Faso, qui soumettent les étapes, par exemple appel de fonds ou demande de validation du dossier d'appel à la concurrence ou autre. Et le PTF de l'autre côté qui finance le projet peut valider. Et ces demandes et ces validations sont tracées sur la blockchain, y compris les différents montants versés, décaissés, payés. Comme ça, tout le monde peut toujours avoir une vision où on en est dans le projet, qui a validé quelles étapes, qui a donné son avis de non-objection à quel moment et quels fonds ont été décaissés et utilisés à quelle fin. Voilà, donc tout ça, on a vu dans la vidéo. Donc, pour avancer peut-être un peu, je propose d'avancer peut-être au prochain cas d'usage qui est plutôt lié à la certification. C'est là où je repasse la main à ça. Ouais, merci. Alors, sur la certification, on va parler
d'un cas d'usage qui était au Maroc avec l'IDEC. Donc l'IDEC, c'est la société du service public qui s'occupe de la distribution de l'eau et de l'électricité pour la métropole du Grand Casablanca. Ça, c'est une entreprise privée. Enfin, oui, exactement, c'est une entreprise privée de services publics, de délégation, il y a la délégation de services publics, tout à fait, pour la distribution de l'eau, l'électricité et les services d'assainissement dans le Casablanca. Lyonnaise des eaux de Casablanca. Pardon? La Lyonnaise des eaux de Casablanca. Exactement, c'est la Lyonnaise des eaux de Casablanca, tout à fait. Et du coup, qui a un sujet, enfin, on va dire la problématique qu'il y avait, c'était sur la fiabilité justement et l'intégrité des données de relève des compteurs d'électricité. En fait, ils ont aujourd'hui tout un processus de relève des compteurs. Enfin, c'est pas automatisé, c'est pas les compteurs liquides. C'est des personnes qui passent. Qui font le tour des rues, voilà, qui relèvent les compteurs, qui les enregistrent sur des applications, qui sont après injectés dans des systèmes. Et c'est ça qui va, du coup, générer la facturation pour les clients, mais aussi le reporting pour la mairie de Casablanca qui délègue ce service. Et du coup, le problème le fait que ces données subissent malheureusement des altérations, des erreurs de calcul, etc., ce qui générait trois problèmes. Un problème vis-à-vis des clients, parce que des fois, du coup, il y avait des erreurs de facturation et du coup, vous arrivez des factures et vous voyez des montants de facturation qui sont très élevés. Donc, du coup, forcément, les clients se plaignent. Quand c'est dans l'autre sens, des fois, ils facturent en dessous et donc, du coup, il y a une perte de chiffre d'affaires parce qu'ils ne facturent pas ce que le client a vraiment consommé. Et il y avait aussi un problème de reporting. Quand il a fait le reporting à la mairie de Casablanca, du coup, ils n'étaient pas capables de donner des données fiables. Et donc, l'idée, la solution qu'on est en train de mettre en place chez eux, c'est, bien sûr, on ne change pas le process, on ne change pas le fonctionnement, ils continuent à faire le relève, le traitement, etc. Mais on vient utiliser la blockchain, le terme qu'on a utilisé comme un exosquelette du système existant pour sécuriser la donnée et gérer son intégrité. C'est-à-dire dire, quand j'ai des informations de relève de compteurs qui sont relevées par la personne qui fait ça, elles sont directement injectées dans cette blockchain pour en assurer l'intégrité. Et à chaque moment du processus, que ce soit de traitement, de facturation ou de reporting, je peux vérifier que ces informations-là, ces données-là, sont toujours fiables et sont toujours intègres. Et donc, du coup, les bénéfices, ça améliore la satisfaction client parce que il n'y a plus d'erreurs de facturation et donc moins de litiges. Et ils en avaient vraiment beaucoup. Les pertes de chiffre d'affaires quand c'est dans l'autre sens, donc on facture moins que ce que les clients ont consommé. Et l'amélioration avec le régulateur, donc la mairie de Paris, la mairie de Casablanca, qui demande quand même des reporting sur les services. Donc là, on est sur un cas où on n'est que dans la pure certification de la donnée, gérer l'intégrité de la donnée, sans forcément changer un processus existant et un cas d'usage existant. Et c'est le cas aussi pendant la blockchain, c'est pas toujours la finalité. Des fois, ça peut être juste un système, un exosquelette d'un système existant, déjà existant, pour apporter de la robustesse et de la résilience à ce système-là. Ah non, c'est bon. Okay. Alors, un autre sujet qu'on va voir, c'est l'état civil en Afrique. Là, il y a beaucoup de choses, du coup, je vais aller faire un essai de famille. Un sujet peut-être que vous connaissez très bien, le sujet, l'identité dans le monde et en Afrique, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas d'identité, qui sont incapables de prouver, de prouver leur identité, ils sont inconnus de leur État. 50% malheureusement de cette population est dans l'Afrique subsaharienne, ce qui représente 45% de la population. C'est-à-dire quand même énorme, 45% de la population en Afrique subsaharienne ne sont pas enregistrés dans les registres d'état civil de leur pays. Et quand on dit ça, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas dans les radars de l'État. C'est-à-dire qu'elle bénéficie d'aucun service public, ni de scolarité, ni de justice, de santé, d'inclusion financière, de rien. Cette personne est inexistante vis-à-vis de l'État. Donc, ça fait 500 millions de personnes. Oui, 494. 494. Après cela, Les enfants fantômes.
Exactement. Après, il y a des adultes. Ah, il y a des adultes, hein, c'est pas que des enfants, malheureusement. Il reste fantôme, oui. Et ça se propage. Quand les adultes sont fantômes, les parents sont fantômes, ben les enfants sont forcément fantômes aussi. C'est un très beau problème. Ça s'hérite, malheureusement. Le FMI ou autres ont donné beaucoup d'argent à des pays africains pour aider les populations les plus défavorisées économiquement. Le problème, c'est que beaucoup d'États n'étaient pas capables de savoir à qui envoyer cet argent-là, même par un paiement. Tout simplement parce qu'ils ne les connaissaient pas. Tout à fait. Non, c'est un vrai conflit. Donc, du coup, il y a beaucoup d'initiatives des bailleurs de fonds pour aider à changer cette situation. Dans la Banque mondiale, par exemple, qui a lancé le programme ID40, avec un gros budget quand même d'1 milliard de dollars pour aider les différents pays africains dans la résolution de ce problème. Et du coup, quand on regarde les sources, l'origine de ce problème, c'est que malheureusement, dans la plupart de ces pays, les registres d'état civil sont encore des registres papier, avec tous les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire les problèmes de fiabilité, de couverture, d'accès. Quand il y a une naissance, il faut se déplacer du village à 100 km à la ville à côté pour déclarer une naissance dans un registre papier, forcément, les gens n'ont pas le moyen de le faire, donc du coup, on ne le fait pas. Voilà, donc du coup, c'est ce qui génère ça, avec bien sûr toute la gestion chronophage de ces registres papier. Donc bien sûr, bon, la solution, c'est la dématérialisation, ce n'est pas la sujet, avec tous les avantages que ça apporte. Le sujet il est plutôt dans quelle technologie utiliser pour cette dématérialisation. Ce n'est pas la dématérialisation elle-même, c'est évident. Et c'est là où, du coup, la blockchain peut arriver comme réponse possible, la seule réponse, mais ça peut être une des réponses comme utilisation, comme technologie de dématérialisation. Bon, pour plusieurs avantages, je ne vais pas entrer dedans, sur la sécurité, justement, de l'accessibilité, parce que justement, en ayant un système décentralisé, on peut avoir, du coup, des systèmes décentralisés dans le pays, dans différentes zones géographiques, et d'être plus proche du citoyen, plus accessible, avec la performance quand tu fais service. Alors, dans le numéro cadeau que vous avez sur le CEO Mag, vous avez dans la page 77 un très bon article sur ce sujet qui explique comment on peut utiliser la blockchain dans les actes d'état civil et après la production de tout, du cycle de vie, entre guillemets, si j'ose dire, citoyen que vous avez ici. Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mettre des registres d'état civil sur la blockchain. Comme disait Jean-Michel, on enregistre tous les événements d'état civil qui concernent une personne depuis la naissance jusqu'au décès. Et qu'en plus de ça, c'est-à-dire au-delà de l'enregistrement de ces informations d'état civil, on peut aussi générer des documents d'état civil dans un acte de naissance, par exemple, ou un acte de mariage, directement depuis ce système. Ou le casier judiciaire. Ou le casier judiciaire. Ou le carnet, de vote. Exactement, qui sont certifiés par ce système. La carte électorale. La carte électorale. Qui sont du coup certifiés par la blockchain elle-même, et donc du coup d'éviter aussi les problèmes de falsification, malheureusement, d'identité. C'est pas que de la théorie, justement, la Sierra Leone, par exemple, elle a refait tout son système d'état civil sur de la blockchain. Ils ont commencé dans un premier temps comme dit Jean-Michel, par le système de vote, par les listes électorales sur une blockchain. Après, ils l'ont généralisé à tout le système d'état civil. En dehors de l'Afrique, mais ce qu'on peut dire que ça marche que pour les petits pays, en fait, non, aussi. Ils ont dématérialisé l'état civil. Ils sont partis sur une solution au début, qui n'est pas blockchain, qui malheureusement, au bout de quelques mois, a été piratée. Et du coup, l'information de plusieurs millions de personnes ont été sniffées de la solution et bien sûr utilisées pour après de la pub, de démarchage, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils réfléchissent à comment, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, utiliser la blockchain, parce qu'ils ne vont pas refaire la solution, elle a déjà coûté quelques milliards, donc du coup, au moins centaines de millions. Et du coup, ils sont en train de réfléchir à comment ajouter la blockchain comme une couche supplémentaire de robustesse et de résilience à ce système pour le sécuriser, parce que la fraude là-dedans, ça peut être aussi fraude sur l'identité des personnes, ça peut être très grave. Ah oui, d'où l'importance de la blockchain pour sécuriser les états civils. Tout à fait. Et le dernier, si je dis pas de bêtises,
Quatrième cas d'usage, on fait un peu vite pour essayer d'affecter les erreurs. Maintenant, on presse un peu de temps à la question. On va quand même parler de monnaie avec les monnaies banques centrales. Tout à fait. Donc, un dernier cas d'usage qui est très, très intéressant parce qu'il reprend encore la thématique de crypto-monnaie, entre guillemets. Mais cette fois-ci, pas une crypto-monnaie privée comme le Bitcoin, où il y a une main invisible qui gère, mais cette fois-ci, une monnaie crypto, si vous voulez, une monnaie digitale gérée par la Banque centrale. L'idée derrière, c'est de capitaliser sur les avantages, les efficacités proposées aussi par les crypto-monnaies privées, mais laisser ça dans la main publique pour ne pas impacter négativement la politique monétaire, la souveraineté monétaire du pays et, au fin des comptes, aussi l'économie du pays. Donc, pour une définition rapide de qu'est-ce que c'est une CBDC, une Central Bank Digital Currency, une monnaie digitale de la Banque centrale, une monnaie numérique de Banque centrale utilise un enregistrement électronique ou un jeton numérique, donc un token, d'où l'idée de la tokenisation, pour représenter la forme virtuelle de la monnaie fiduciaire existante d'une zone monétaire d'un pays, typiquement, ou aussi de la zone euro, comme la Banque centrale européenne travaille aussi sur un e-euro. Une CBDC est centralisée, elle est émise et réglementée par l'autorité monétaire compétente du pays, typiquement la Banque centrale. 4 objectifs associés à l'émission, à la création d'une telle CBDC, d'une telle monnaie digitale de la Banque centrale. Donc, un objectif, j'ai évoqué, la souveraineté monétaire. Aujourd'hui, la politique monétaire des différents pays est menacée par l'arrivée des différentes crypto-monnaies privées qui sont utilisées pour les transactions et qui vraiment posent un risque à la stabilité du système financier d'un pays parce que la Banque centrale, le secteur public n'a plus la main sur, par exemple, le taux des taux directeurs et donc l'impact sur les inflations, ce qui derrière, bien sûr, a beaucoup d'impact réel sur l'économie. Donc, l'idée, c'est de capitaliser encore une fois sur les avantages de ces crypto-monnaies, sur ces technologies blockchain ou pas derrière les crypto-monnaies, mais de le garder dans la main publique avec typiquement les banques centrales. Un grand autre objectif, typiquement dans les pays en voie de développement en Afrique, c'est l'inclusion financière. Parce que bien sûr, comme Hamza aussi vient de montrer avec le contexte d'une grande partie de la population qui n'est pas formalisée ou qui n'a pas de papier pour prouver son identité, il y a aussi toujours une grande partie de la population qui n'est pas bancarisée, qui n'a pas accès à les services financiers, du crédit, de l'épargne ou autre. Et un des objectifs de beaucoup de ces pays, c'est de voir en quoi la mise en œuvre d'une CBDC pourrait aider à atteindre cette population typiquement aujourd'hui exclue du système financier pour leur proposer certains services financiers comme du crédit ou autre. Alors, comment c'est possible ou comment c'est aussi compliqué, c'est une autre question parce que typiquement, quand on parle d'une CBDC, bien sûr, il faut avoir un moyen digital ou quelque chose pour stocker la monnaie digitale, que ce soit un smartphone, une carte, même une clé USB ou quelque chose pour soit stocker la monnaie digitale, soit au moins pour pouvoir payer avec cette monnaie digitale. Donc, pour atteindre typiquement les populations rurales en Afrique, qui sont typiquement la population exclue du système financier existant, il faut quand même, d'une manière ou autre, réussir à leur donner un type de support, et le support le plus basique, ce sera une carte, pour leur donner accès à certains services financiers à travers de cette CBDC. Un troisième volet qui est plutôt un objectif qui est typiquement exprimé par les banques centrales à la base de cette initiative de la mise en place de CBDC, c'est l'objectif de réduction du cash et les coûts associés à la circulation du cash, donc la monnaie fiat, qui représente un poste de coût important pour les banques centrales. Et dernièrement, un quatrième objectif typique, c'est juste de capitaliser sur cette technologie pour pousser d'autres innovations dans le pays, comme les différents moyens de paiement digitaux. Le secteur privé peut aussi capitaliser sur ces technologies en place parce qu'on va le voir, le système financier qui existe aujourd'hui, que ce soit les banques, les établissements de monnaie électronique, typiquement les opérateurs telco, les fintech, même la poste, qui sont impliqués dans ce système financier et peut-être aussi dans la distribution de la CBDC, peuvent capitaliser sur ce socle technique pour aussi développer leurs propres moyens derrière. En tout cas, ça, c'est un des objectifs associés à la mise en place d'une telle CBDC.
comment est-ce que la blockchain est utilisée dans un tel système. Et il faut dire, une CBDC n'est pas obligatoirement sur la blockchain, comme aussi avec les ordres de l'état civil ou autre, mais elle peut être utilisée, si on le souhaite, pour capitaliser sur certains avantages inhérents à cette technologie. Donc, par exemple, une question qui se pose quand on met en place une CBDC, c'est comment est-ce qu'on va la distribuer? Comment est-ce qu'on peut assurer l'accès de la population à cette monnaie électronique ou digitale? Soit, si on prend l'exemple à droite, un modèle de distribution directe, où la banque centrale a une manière de distribuer directement l'argent aux individus, aux particuliers, aux entreprises, aux différents acteurs économiques dans un pays. En Afrique, c'est typiquement pas hyper réaliste, et même dans d'autres coins du monde, parce que la banque centrale a typiquement pas forcément ce rôle dans l'économie de gérer ses relations clients et de distribuer de l'argent. Typiquement, on passe par des intermédiaires, bien sûr. Aujourd'hui, les banques, mais en Afrique, aussi d'autres types de distributeurs ou intermédiaires financiers, comme les institutions de monnaie électronique, bien sûr avec le M-Pesa ou d'autres formes de monnaie électronique, Orange Money ou autres, sont très, très utilisées dans certains pays en Afrique, qui peuvent aussi se servir donc comme des acteurs existants de l'écosystème pour distribuer ou rendre la monnaie digitale accessible à la population. Donc, au final, on a quand même un écosystème d'acteurs, soit banque centrale plus acteurs économiques utilisateurs de cette monnaie, soit banque centrale et utilisateurs, et entre les deux, les intermédiaires qui distribuent ou garantissent l'accès à cette monnaie. Et pour fédérer cet écosystème, pour tracer ces différentes tokens ou ces différents, cette monnaie digitale, et pour assurer que vraiment c'est que la banque centrale qui émet de la monnaie et c'est pas quelqu'un qui vient de quelque part qui met aussi ses propres monnaies dans le système, on trace ces différentes transactions sur un système qui peut être la blockchain. Dans un modèle de distribution directe où il n'y a pas d'intermédiaire, cela voudrait dire que vraiment il y a des nœuds chez les différents acteurs économiques, ce qui est assez irréaliste, notamment dans un contexte africain. Sauf que si on prend l'exemple Bitcoin, encore une fois, Hamza a évoqué le cas du mining, le minage des différents de la monnaie, ça c'est des particuliers. Donc ça existe, pas tout le monde, mais ça existe, notamment en Chine. Pour la monnaie de la banque centrale, c'est quand même pas très réaliste que chaque acteur économique a son propre nœud pour enregistrer ses tokens ou sa monnaie là-dessus. Ce qui est peut-être plus réaliste, c'est le modèle de distribution intermédiaire à gauche, où notamment la synchronisation des registres entre la banque centrale et les différents intermédiaires financiers, comme les distributeurs, les banques, les institutions de monnaie électronique, les institutions de microfinance, d'ailleurs aussi en Afrique, peuvent enregistrer leurs transactions sur leur serveur, leur nœud, et ces registres se synchronisent avec les autres registres d'un autre distributeur. Si un individu s'approvisionne en CBDC à une institution de microfinance dans une région et transfère des fonds sur un compte bancaire d'un autre individu d'une autre région, il faut d'une manière ou d'une autre synchroniser les registres pour valider cette transaction. Et ces transactions, ces registres, cette synchronisation pourraient se faire sur la blockchain. Alors, ça, c'est de la théorie ou ça existe quelque part? Alors, oui. Alors, il faut dire que plus que la moitié des banques centrales dans le monde sont en train de faire des recherches sur cette thématique pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une CBDC. Il y a certains exemples qui sont déjà assez avancés. On cite toujours des petits exemples comme le Bahamas, ils ont une monnaie électronique qui s'appelle le cent dollar, donc le dollar de la plage, entre guillemets, qui est utilisé comme un moyen de paiement digital garanti par la banque centrale. Un exemple. En Afrique, on a l'exemple, je pense qu'au Sénégal, avec le e-CFA, ils ont commencé à expérimenter avec. Sinon, il y a des exemples partout dans le monde, y compris aussi les grands pays, la Chine, les États-Unis, bien sûr, l'Union européenne, donc les zones monétaires. Et la Suède. Et la Suède, actuellement, ouais, la Suède aussi est un pays des plus avancés là-dessus, qui réfléchissent sur la mise en place de ce système et comment on peut le faire. Du coup, en fait, ça veut dire qu'on n'a plus de compensation, quoi. Enfin, de chambre de compensation entre les banques et la banque centrale. Oui.
Ouais, en fait, sur la... Exactement, mais ça, c'est uniquement sur ce format de monnaie qui est en gros un peu la représentation du cash de ce format digital. Vous avez sur le cash, il n'y a pas de compensation. Quand vous retirez du cash dans une ordre, vous l'avez dans votre portefeuille, ben demain, vous avez la même chose sous forme digitale. Mais par contre, sur la monnaie fiduciaire, du coup, c'est un autre type de monnaie qui va coexister avec la monnaie fiduciaire normale, le fiat, et du coup, bien sûr, sur la monnaie fiduciaire, le système reste découlé avec des systèmes de compensation entre les banques. Mais ce genre de questions, quel type de rémunération, quel type de conditions pour avoir un crédit, quel type de potentiellement des taux directeurs sur cette monnaie, ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour voir en quoi l'émission d'une telle monnaie digitale va aussi impacter la politique monétaire de la Banque centrale et la cohabitation entre monnaie fiduciaire et la monnaie digitale. Donc, la manière plus ou moins simple qu'on a, par exemple, on est en train de développer à Madagascar, avec la Banque centrale de Madagascar, c'est de dire, dans un premier temps, on va faire simple, on va dire, entre la monnaie fiduciaire et la monnaie digitale, il y a une parité, 1 arrière égale 1 i-arrière à Madagascar, et tout arrière est créé uniquement et exclusivement par la Banque centrale, donc il n'y a pas de création monétaire par les banques commerciales, ce qui est le cas aujourd'hui dans le système monétaire avec la monnaie fiat. Il n'y a que la Banque centrale qui émet. Et comme ça, on essaie de réduire dans un premier temps les impacts potentiels que l'émission d'une telle monnaie digitale pourrait avoir sur la politique monétaire et le système financier en tant que tel, parce que ça peut être assez disruptif. Faut toujours voir. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Si on parle d'émission monétaire, en réalité, c'est les banques commerciales qui émettent la monnaie. C'est la monnaie, c'est la dette. Et dans un système comme celui-là, je ne vois pas très bien à quoi ça me servirait encore d'avoir un compte bancaire dans une banque commerciale si je peux m'adresser directement à la banque centrale. Si la banque centrale se met Sauf que, est-ce que la Banque centrale va avoir la capacité à gérer toutes les relations clients avec des millions de personnes? On voit bien que Bitcoin gère les transactions du monde entier. Si c'est sur blockchain, il suffit qu'on. Ouais, mais en fait, sauf que le cours du Bitcoin, il est hyper volatile. Et ça, c'est lié au volume, c'est lié à plein de choses. Exactement. Mais avec le temps, ça va se. Là, c'est pas créer, c'est des monnaies de banque centrale, hein. C'est pas créer des monnaies spéculatives. Des monnaies de banque centrale, peut-être, il y a encore de cela. Salvador comme monnaie officielle. Et on peut le critiquer ou on peut l'aimer. Mais en fait, c'est bon qu'on peut critiquer aussi l'euro. On peut tout à fait. Mais en fait, l'objectif derrière des banques centrales, c'est de absolument ne pas forcément permettre la spéculation et la grande volatilité de la monnaie nationale d'un pays, mais de garantir une certaine stabilité et une certitude aussi dans les investissements, etc., dans nos pays. Ça, c'est bien sûr un des points primordiaux des rôles des banques centrales de garantir la stabilité financière. Non, on peut avoir des opinions dessus. Peut-être montrer les deux années de tranche sur ce use case. Parce que, en fait, ça, comme je disais, voilà, ça passe vite, parce que je suis pas sûr que ce soit, voilà. On vous laissera ces questions des avantages de la blockchain. Et aujourd'hui, il y a un pays qui est mis en place sous la forme de blockchain, sa monnaie électronique de banque centrale, c'est El Salvador. Et le deuxième pays, c'est celui dont on parlait à l'instant, c'est Madagascar. Ouais. C'est en train de le faire. Ouais. Après, je pense vraiment qu'il faut différencier le cas de la CBDC, qui est vraiment une monnaie digitale contrôlée et maîtrisée complètement par une banque centrale, et l'adoption d'une crypto-monnaie privée, qui est vraiment une. Non, je n'assimile pas les deux. Non, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pose des problèmes dans la relation entre les banques commerciales et la banque. Ça, c'est vrai. En fait, et cette fédération de l'écosystème financier dans la distribution, le rôle des intermédiaires financiers, ça, c'est bien sûr un grand sujet qu'il faut absolument adresser avec l'écosystème, parce que il y a le sujet d'une désintermédiation potentielle, de dire, voilà, le rôle de certains acteurs va être réduit. Il y a tout simplement le sujet que le rôle de certains acteurs va changer. Par exemple, votre rôle, ça va être de gérer la relation client, mais l'émission et la création monétaire est maintenant propre à la Banque centrale et n'est plus auprès des banques commerciales. Mais ça, c'est exactement des questions qu'il faut adresser quand on conceptualise une telle civilisation. Ça, c'est les grandes questions que vraiment une grande majorité des banques centrales dans le monde se posent actuellement. Il y a compatibilité entre les monnaies digitales, exactement. Les monnaies digitales et autres devises étrangères aussi, tout à fait.
Et la question de l'interopérabilité se pose aussi après, notamment quand on veut échanger la CBDC d'un pays avec la CBDC d'un autre, ou s'il y a des gens à l'extérieur, donc hors pays, qui font des versements internationaux. Donc, toutes ces questions d'interopérabilité se posent aussi. Voilà, donc je pense que les avantages de la blockchain, on les a vus, mais ici encore une fois, la synchronisation des registres instantanés entre les différents intermédiaires financiers et la banque centrale. L'intégrité. Exactement, l'intégrité des données des transactions enregistrées. Diminution des coûts de transaction parce qu'on peut même automatiser certaines actions si on pense par exemple à l'émission de subventions ou au paiement d'impôts ou quelques process qui se basent sur la satisfaction de certains critères ou conditions. On pourrait théoriquement automatiser ce genre de process à travers, encore une fois, des contrats intelligents, des smart contracts. Ça, c'est de la musique du futur, mais ça, c'est des réflexions qu'on a pour diminuer les coûts de transaction, entre autres. La coopération facilitée entre banques, entre elles, mais aussi entre banques et banques centrales, et aussi transfrontalière. Encore une fois, aujourd'hui, verser des fonds d'un pays à un autre, il y a typiquement des frais assez importants derrière, c'est peut-être des risques. On le connaît déjà avec d'autres monnaies digitales comme des monnaies privées, le Bitcoin. Il n'y a aucune frontière de verser des fonds Bitcoin d'un pays à l'autre. Donc, avec la CBDC, potentiellement, grâce à la technologie, c'est aussi possible. Après, bien sûr, c'est une question de règles de gestion et de gouvernance derrière. Comment exactement est-ce qu'on le définit? Et une question technique d'interopérabilité des systèmes. Et c'est un point hyper important pour les pays africains parce que justement, ils ont tous une grande diaspora à l'étranger et qui envoient quand même beaucoup de fonds dans leur pays d'origine. Et donc, du coup, ça représente quand même une source de devises importante pour ces pays-là, les versements de diaspora. Et donc, du coup, réduire, déjà faciliter ces transactions pour augmenter leur masse et donc avoir plus de rentrées de devises, c'est un point important. Et en plus, on peut réduire leurs coûts, c'est aussi très important pour eux. On ne va pas rentrer plus en détail, mais juste donner ça, donc pas rentrer en détail, car en plus, il y a des annonces hier à Madagascar. Le projet qui est en train d'avancer concrètement à Madagascar, c'est peut-être le premier pays africain et le premier au monde à avoir une CBDC, donc le e-IRI. Tout à fait. Tout à fait. Pour donner quelques retours d'expérience, comme nous on travaille depuis maintenant 8 mois, je pense, avec la Banque centrale à Madagascar sur les projets. La blockchain, pas que la blockchain, mais bien sûr, il y a beaucoup d'avantages d'efficacité potentielle qu'on essaie d'exploiter et sur lesquels on essaie de capitaliser. Mais il y a aussi certains défis derrière, ou certains problèmes qu'on rencontre. Dans le premier, qui est purement technologique, si on dit on veut atteindre l'inclusion financière, comment est-ce qu'on peut rendre une CBDC accessible à la population qui n'est pas aujourd'hui équipée avec des éléments digitaux? Donc, ça, c'est une première problématique, un contexte, bien sûr, avec un taux de couverture de smartphone au cas de prix assez faible dans un pays comme le Madagascar. Donc, trouver des solutions, des solutions simples pour rendre cette monnaie accessible en capitalisant, par exemple, sur d'autres initiatives qui visent également à équiper des acteurs avec une carte. L'idée de la carte agriculteur, un projet porté par le ministère de l'Agriculture à Madagascar, qui revient à formaliser les différents acteurs, les différents agriculteurs qui sont aujourd'hui informels. Et peut-être on peut capitaliser sur ce projet aussi pour avoir un petit stockage ou un moyen de paiement en CBDC pour les agriculteurs qui aujourd'hui n'ont pas vraiment des supports digitaux. La culture. Donc, à Madagascar, on a rencontré quand même une grande méfiance d'un côté vers le digital et aussi vers les autorités de supervision. Donc, la peur d'être formalisé, la peur de la fiscalité et la méfiance sur tout ce qui est abstrait digital, ça ne part pas forcément aux agriculteurs dans les régions. Et en même temps, bien sûr, on se pose la question comment on peut tout de même garantir un bon taux d'adoption de cette CBDC qui apporte vraiment de la valeur pour tous les acteurs de l'écosystème. Et c'est là où un vrai facteur clé de succès joue. C'est vrai pour tous les projets digitaux, notamment en Afrique, c'est toute solution technologique doit toujours être accompagnée par un écosystème humain en termes de formation, en termes de conduite de changement, parce que sinon, à long terme, c'est très difficile à changer les habitudes des gens de manière vraiment durable et substantielle.
L'écosystème. Donc, vous l'avez évoqué, bien sûr, il y a un système financier existant, notamment les banques qui ont leur place importante. Et quand on introduit des nouvelles solutions, et notamment quand on dit Bitcoin, il n'y a plus d'intermédiaire, ça fait peur à certains intermédiaires, c'est normal. Quelle va être ma place dans l'écosystème futur d'une monnaie digitale? Question pour les banques, question pour les opérateurs de monnaie électronique, question pour les microfinances, etc. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut assurer la distribution? Et la réponse actuelle à Madagascar, c'est qu'il faut s'appuyer sur l'écosystème existant parce que toute seule, la Banque centrale ne peut pas garantir l'accès à la population. En revanche, il y a les institutions de monnaie électronique qui déjà ont leur réseau d'agents de cash-out, donc qui rassurent la population pour échanger la monnaie fiat contre la monnaie électronique, par exemple. Donc, il faut s'appuyer sur ce réseau des banques, des opérateurs telco et autres pour garantir l'accès de la population à cette monnaie. Un quatrième volet qui est politique ou économique que j'ai aussi déjà évoqué, l'impact que l'introduction d'une nouvelle monnaie officielle d'un pays peut avoir sur la politique monétaire, la stabilité du système financier et économique du pays. C'est des questions assez profondes et potentiellement impactantes qu'il faut se poser ici. Comme cette solution peut être assez disruptif sur le système. Et là, encore une fois, comme un peu l'exemple des Bahamas, dans un premier temps, on a opté pour un cas plutôt simple où on dit, voilà, dans un premier temps, la CBDC, c'est un nouveau moyen de paiement digital. Dans un deuxième temps, on peut peut-être adresser la question en quoi cette CBDC peut aussi être un moyen de transfert de la politique monétaire pour des différents taux directeurs, pour jouer avec la parité entre monnaie fiat et monnaie digitale, impacter le niveau d'inflation et autres. Et le dernier volet de notre retour d'expérience, qui est presque, voilà, encore une fois, technologique, mais vraiment intrinsique à la blockchain. Donc, je pense que nous avons vu maintenant les avantages potentiels inhérents à cette technologie blockchain. Ce n'est pas une solution magique qui va résoudre tous les problèmes. Qui saisit la donnée au début, c'est une des questions, mais qui comporte quand même quelques éléments qui peuvent faciliter, accélérer certains process, certaines procédures. En même temps, et ça c'est le défi devant lequel on est-ce que tous les acteurs de l'écosystème financier sont prêts, technologiquement ou politiquement, à installer un nœud et de se connecter à ce réseau blockchain? Une maturité technologique pour l'installer, c'est une chose, mais après aussi la capacité à ouvrir son système informatique pour que ce nœud communique et se synchronise en permanence avec les autres nœuds des autres banques. Ça, c'est une vraie question et un défi pour beaucoup d'acteurs, ce qui est naturel. Personne ne veut ouvrir son système informatique à l'extérieur. Il faut trouver des solutions pour cela aussi. Et la solution qu'on propose, si on propose l'utilisation de la blockchain, il faut aussi permettre aux acteurs qui ne sont pas à court terme en capacité d'installer des nœuds chez eux, de participer au système. Donc, peut-être de capitaliser sur les nœuds d'autres instituts ou de participer sans blockchain. Parce que sinon, à court terme, ça va être compliqué à gérer. Avant de parler des institutions, si on voit le sujet du citoyen, comment est-ce que vous adressez les problématiques de surveillance de masse, les problématiques de confidentialité, ce type de problématiques peuvent être, surtout quand on est dans des pays qui ne sont pas forcément très démocratiques, peuvent être très critiques pour les citoyens s'ils sont amenés à adopter ce type de vie. Absolument. Donc, effectivement, ça, c'est une question hyper importante. Il y en a peut-être tous en tête aussi le système en Chine, avec le Citizen Score, le score d'un citoyen en fonction de ce que je fais dans ma vie. Est-ce que je traverse un feu rouge et ça va être enregistré directement lié à mon profil. Il y a l'État omniprésent et omnipuissant qui me contrôle et qui me punit sur toute ma vie. Donc ça, c'est la crainte derrière, et notamment sur un système où tout est tracé, registré, il y a un acteur public derrière. La question de la confidentialité de la donnée est hyper clé et importante, effectivement. Donc à Madagascar, on a aussi traité ce volet, effectivement, qu'il y a seulement certaines situations où un acteur public comme la Banque centrale peut accéder aux données. Donc, par exemple, dans les questions de blanchiment d'argent ou de lutte contre le terrorisme, ça c'est assez classique. Mais après aussi, les transactions qui sont enregistrées sont anonymisées.
C'est-à-dire, on peut avoir un identifiant électronique ou quelque chose comme ça, mais derrière, sous la blockchain, quelle personne ou quel acteur économique est derrière cet identifiant ne va pas être tracé, doit pas être tracé. Parce que sinon, effectivement, on a ce risque. Il y a un État à long terme, tôt ou tard, qui s'approprie les données personnelles des personnes et qui devient omnipuissant et peut contrôler ses citoyens. Alors, je fais un peu le timekeeper, peut-être, je vais faire le dernier slide. Puis, voilà. L'exercice qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était la conclusion. C'était voilà, essayer d'expliquer un petit peu ce qu'était la blockchain. Peut-être que c'était un peu dense cette heure et demie, mais surtout de donner des exemples concrets en Afrique. Je pense que le dernier slide, c'est un peu la synthèse en fait. Hein. C'est bien de retenir voilà, ces différentes natures d'usage, et comme ça a été expliqué, hein, qui peuvent être soit dans la traçabilité, dans la certification, transaction, tokenisation. Et ce soir, on essaie de vous montrer des exemples concrets, réels, pas de la théorie, de ce qui se fait en Afrique, dans des pays variés, hein, Burkina, Éthiopie, Sierra Leone, Madagascar, Tunisie. Et vous voyez des choses tout à fait concrètes. Alors, à la fois sur ces sujets de traçabilité qu'on a pu voir, hein, aujourd'hui, ce qui se passe en Éthiopie, au Burkina, sur la gestion des fonds internationaux et donc des budgets. On ne l'a pas abordé, mais aussi la question des vaccins. C'est aussi un sujet pas neutre, on ne peut pas tous les aborder ce soir. La certification avec cet enjeu clé d'état civil, mais au-delà de l'état civil, c'est l'ensemble des papiers, je dirais, des personnes à un titre individuel qui sont gérés. Le suivi de l'énergie, c'était l'exemple de l'IDEC. Puis bien sûr, en termes de transactions et de tokenisation, tout ce qui était monnaie électronique de banque centrale. Et puis on vous a mis à droite quelques autres exemples, toujours venant d'Afrique, hein, sur des cas d'usage, alors autour des diplômes, des titres fonciers, donc ça c'est toute la suivi, la certification, toutes les questions des smart contracts, alors dans le domaine de l'énergie, mais également pour les agriculteurs, il y a plein de cas d'usage, il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui nous demandent de les aider sur le suivi des fréquences télécom, par exemple, en utilisant la blockchain. Vous voyez, plein de cas d'usage, on a même tout ce qui est le suivi des utilisations de carbone, qui peut être suivi par blockchain, vous voyez, on peut aller assez loin dans les différents cas d'usage. C'était un peu l'exercice, donc la commande d'Étienne Giros, d'essayer en 1h30, je pense que c'était quand même assez dense, hein, de faire un petit peu c'est quoi la blockchain, mais surtout donner des vrais exemples concrets. Un message clé, hein, je pense qu'il y a 4 ans, on a été incapable de vous présenter 2 slides. Enfin, si, les 2 premiers, c'est quoi la blockchain. Mais exemple concret en Afrique, là, après, c'est fini. Donc, voilà, ça a duré une demi-heure. Pour moi, le vrai changement depuis 2017-2018, donc c'est très récent, c'est que ça foisonne de partout autour de ce sujet blockchain. Et peut-être ce que je vous proposais, encore une fois, je fais le timekeeper, c'est peut-être laisser la parole 5 minutes à Mohamedou Diallo, qui est à distance, pour qu'il nous parle de l'édition spéciale des 10 ans de Siaomag, qui est à spécial blockchain, donc ça tombe bien. Mohamedou est à distance. Et peut-être éventuellement, ce que je proposerais, Sandrine, s'il y a une ou deux questions par écrit. Non, en fait, elles sont passées des questions. Voilà, il faudrait pour celle de la salle, je propose qu'on le fasse entre nous autour d'un verre. Je fais le timekeeper, désolé. Le timekeeper par blockchain, c'est compliqué. Donc, il y en a quelques spectateurs. Mohamedou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Peut-être te présenter si par hasard il y a des gens qui ne te connaissent pas et surtout nous parler de ce numéro spécial de Siaomag. Très bien. J'aurais bien voulu être parmi vous ce soir pour vous participer à ce débat sur la blockchain. Mais malheureusement, les contraintes font que je suis retenu un peu en banlieue. Je n'ai pas pu faire le déplacement pour participer à ce débat passionnant que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, donc Siaomag est un magazine panafricain qu'on a créé il y a une quinzaine d'années. Et nous avons, durant ces 15 années, accompagné et beaucoup épilogué sur la transformation digitale du continent. Nous avons créé ce qu'on appelle le Digital African Tour. Donc, c'est une tournée africaine qui nous mène dans plusieurs pays africains, donc 10 capitales africaines chaque année, avant Covid, bien entendu. Et on s'est rendu compte, il y a 10 ans, qu'il y avait un chaînon manquant. Ce chaînon manquant, c'est que voilà, quand on part faire le Digital African Tour en Afrique, il manquait... on était accompagné par des entreprises françaises, notamment Orange, Atos, Bearing Point, parmi d'autres qui nous accompagnent dans cette tournée africaine. Il fallait qu'on crée les conditions qui permettraient de faire également venir les entreprises africaines en France pour pouvoir élargir cet échange dans le cadre de la coopération. Donc, je pense qu'on a été précurseur dans ce domaine il y a 10 ans, quand on a lancé cette série de conférences qui a fêté cette année ses 10 ans. Donc, nous avons été sollicités par Bercy, par le Quai d'Orsay pour accompagner
et travailler en amont du sommet Union européenne-Union africaine sur les questions liées à la transformation digitale du continent et la coopération qu'on pourrait avoir entre les deux continents. Donc, nous avons fait une belle conférence en 2017 à Bercy et donc je pense que ça a donné des idées à beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont lancées dans ce créneau pour lequel nous avons été vraiment précurseurs. Et donc, pour fêter ces 10 ans, donc, des assises de la transformation digitale, donc, nous avons réuni 6 ministres africains et plusieurs décideurs de l'écosystème du digital autour de ces problématiques pour voir comment le digital a évolué en Afrique durant ces 10 dernières années où nous avons vraiment été témoins de ces changements-là et nous avons eu beaucoup de plaisir à raconter ça, à échanger avec nos partenaires, notamment avec beaucoup de membres du CIAN qui étaient parmi nous, que ce soit à distance ou en présentiel, pour justement apporter ce témoignage-là dans un merveilleux endroit qui est l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, qui est une université d'excellence, où nous avons échangé avec donc, ces partenaires européens et africains autour des enjeux de la transformation digitale en Afrique. Alors, nous avons volontairement voulu consacrer ce numéro-là à la blockchain que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, auquel Jean-Michel est un contributeur régulier qui nous apporte donc de son expertise et nous avons également pu échanger avec beaucoup d'experts africains sur le sujet. On a vu que c'est un problème majeur. Vous avez pu l'évoquer avec ce panel d'experts, notamment où la question de la souveraineté de façon globale et la souveraineté monétaire est un enjeu crucial pour l'Afrique et que la blockchain est une des réponses qui pourra apporter cela. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les CBDC avec donc le INERA, où le Nigeria a été précurseur, le ECD qui est en cours d'être en phase d'être lancé avec le Ghana. Vous avez parlé le Madagascar avec le IREA et le franc CFA, où il y a beaucoup de débats autour donc, de la souveraineté monétaire du continent africain. Alors, nous, ce qu'on a pu remarquer de façon globale dans l'adoption de la blockchain et de la monnaie électronique, c'est que les pays, qu'elles soient insulaires, enclavés ou pauvres, ont été vraiment les pays les plus déterminants dans ce domaine-là. Je prends l'exemple de Madagascar, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la mise en place d'un CBDC qui est un des précurseurs au niveau mondial. Donc, c'est un pays insulaire qui n'a pas beaucoup de ressources et qui a dans la mise en place de solutions de blockchain a vraiment assuré une traçabilité de la vanille qui est une ressource très, très importante pour le pays, le Madagascar, où nous avons également eu le plaisir d'accueillir le ministre malgache du numérique à l'occasion de ses assises à Marrakech il y a une quinzaine de jours. Vous l'avez également évoqué, le Sierra Leone, qui est un pays qui est sorti de guerre, qui est un pays encore très fragile, qui a mis en place des solutions d'identité numérique avec l'état civil. Donc, on a eu l'impression que ce sont les pays les plus pauvres ou les pays qui sortent de guerre qui sont plus à même à adopter ces systèmes. On l'a vu avec le Kenya pour la monnaie électronique qu'ils ont mis en place et qui s'est avéré étant un précurseur dans ce domaine-là. Il y avait des questions de sécurité, des questions d'étiqueté qui font qu'aujourd'hui, que c'est ce pays-là qui sortaient de guerre, qui sont les plus en avance dans le domaine de la monnaie électronique. Quand on étend l'exemple, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le Burkina Faso qui a mis dans la blockchain donc, pour assurer la traçabilité dans la finance publique, ça a été évoqué, ou encore l'Éthiopie pour la partie éducation, où c'est un pays qui est très en avance également là-dessus, qui n'est pas forcément un pays pauvre, qui est un pays pauvre et également enclavé. Ils ont mis en place tout un système de blockchain et de monnaie électronique avec tout cela. Alors, la tendance qu'on a pu remarquer, c'est la forte présence des majors, que ce soit Binance, Tezos ou encore Cardano, qui investissent et qui ont renforcé leur présence sur le continent africain. Donc, c'est des leaders dans le domaine de la monnaie électronique qui ont renforcé leur présence sur le continent africain et qui investissent énormément dans la formation. Parce que ça n'a pas beaucoup été évoqué, la partie formation et la partie prise en charge donc, de cette partie-là.
Et donc, c'est quelque chose de très important et que je pense que ce soit Cardano ou Binance ou encore Tezos sont en train de mettre des moyens importants pour former la population, pour leur permettre donc de s'adapter à ces nouvelles technologies de l'information ou aux technologies de blockchain. Alors, un autre chiffre que je voulais partager avec vous, qu'on a évoqué dans le cadre de ce numéro, dans un rapport de la société de recherche Chainalysis, le marché des actifs numériques en Afrique a connu une augmentation de 1200% entre juin 2020 et juin 2021. C'est énorme. Est-ce que c'est lié à la crise ou pas? Donc, en tout cas, le continent a reçu environ 105,6 milliards de dollars de devises numériques en un an. Donc, ce qui fait parler que l'Afrique dispose par ailleurs de la plus importante part de volume de transactions constituées, de transferts de détails par rapport aux autres régions, soit 7%, alors que la moyenne dans les autres régions est de 5,5%. Donc, ce qui montre que c'est une tendance très forte et que ce soit pour la gestion de l'état civil, la gestion de beaucoup de choses. Donc, je pense que la blockchain participera à sortir de l'Afrique, oui, beaucoup de pays africains, donc à accélérer leur mutation vers des systèmes très évolués. Donc, vous avez parlé donc de la traçabilité, de l'immuabilité, de l'intégrité qu'offre la blockchain. Donc, je pense que c'est des choses qui vont parler aux Africains, notamment la lutte dans la corruption, qui est quelque chose de très important, qui est un fléau qui mine l'économie africaine. Et je pense qu'avec l'adoption ou la généralisation de la blockchain, on arrivera à des systèmes beaucoup plus immuables et beaucoup plus traçables qui permettront donc de lutter contre ces fléaux. Voilà, donc c'est tout cela qu'on a voulu raconter dans le magazine que vous avez sous les yeux, et nous avons tendu la parole à des experts moins connus qui ont vraiment porté des analyses sur des sujets avec des interdictions dans certains pays ou des limitations comme le Maroc ou d'autres qui n'ont pas voulu s'ouvrir à ce système-là. On a voulu savoir les raisons, et donc c'est des analyses qu'on a pu partager dans ce numéro-là, qu'on a eu beaucoup de plaisir à distribuer, donc à bien guérir à tous les experts qui étaient parmi nous. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Peut-être une note de perspective par rapport aux assises de la transformation digitale. Donc, après les 10 ans des assises que nous avons fêtées, donc 9 ans en France, et aujourd'hui, on est sur un système qui tourne un peu. Donc, on a l'intention d'accélérer cela en faisant une série en Europe et une série en Afrique. Donc, jouer sur les deux fronts. Et cette année, après le Maroc, nous aurons le plaisir en 2022 de l'organiser à Genève en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications pour parler donc des sujets de coopération entre l'Europe et l'Afrique, justement donc en décembre 2022. Merci en tout cas de m'avoir donné... Le rendez-vous est pris et noté à Genève. Décembre 2022. Et en tout cas, merci beaucoup Mohamedou déjà pour ton intervention et donc de nous avoir envoyé le numéro 71 de CIOMAG, de Stéphane Blockchain. Je le recommande vivement. Eh bien, merci à toi, Mohamedou, de nous avoir suivis à distance. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Je vous propose de lever la séance. Et merci à Lénard et Hamza. C'est assez dense. Je pense qu'il y a encore quelques questions. On va continuer autour d'un verre. En tout cas, on voit que c'est un vrai sujet. Pas facile, pas simple. Hein. Des fois, tu vas proposer des sujets plus faciles. Tu as dit là-bas. Mais j'espère au moins qu'on a répondu en partie à la commande. On conclut qu'il reste du travail. Il reste du travail. Merci aux orateurs. Merci. Et au revoir à ceux qui sont à distance.